Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, aujourd'hui, je suis à Boulogne-Billancourt, en face de Jean-Baptiste Hironde, qui est le fondateur de MWM. Salut Jean-Baptiste. Salut Mathieu. Je suis ravi de te rencontrer enfin. Quand on cherche un peu sur MWM, on voit que tu as créé le 5e éditeur d'app mondial. Tu vas me raconter un peu tout ça. Mais avant de me raconter, je fais un peu de teasing, tu vois, comment t'es arrivé à partir là. Voilà, c'est pour ça que je te retiens. Comment tu as créé ça? Est-ce que je peux te demander de te présenter, Jean-Baptiste? On va faire ça. Donc merci Mathieu de venir nous voir dans notre campagne parisienne. Donc aujourd'hui effectivement, moi j'ai un parcours un peu atypique puisque je suis ingénieur de formation, ingénieur aéronautique, et effectivement j'ai décidé de me lancer dans une aventure entrepreneuriale dès mon école. Mmh. Donc en fait la particularité, si je devais pas peu te parler de mon parcours, en fait j'ai jamais travaillé. Puisque j'ai fait des études, j'ai été diplômé d'un diplôme d'ingénieur. En parallèle, j'ai monté ma boîte. Et 9 ans plus tard, on est ici. Et voilà, donc mon expérience professionnelle... C'est pas un travail, ça, pour toi? Non. Alors, on m'a déjà posé la question. Effectivement, je peux pas te dire, puisque n'ayant vraiment jamais travaillé, je peux pas comparer, tu vois, avec... je sais pas vraiment ce que c'est. Je sais qu'aujourd'hui, évidemment, on a une activité ici qui est quand même très, très, très intense. Mais c'est ma passion également. Donc, au final... travailler tu vois chez MWM ou être chez moi, travailler autre part et être chez moi à geeker, faire la même chose que je fais chez MWM, ça revient à peu près au même en fait. Voilà. Oui. Donc au niveau du parcours, voilà, quelque chose d'assez T'es parisien? Pas du tout. D'accord. 92. 92, donc, oui, pas du tout, mais pas très loin non plus. Voilà, je suis 92, donc Boulogne, on est à 92-100, et je suis né en 92-420. D'accord. Non, je suis né dans le 78, excuse-moi, à Versailles. Par contre, j'ai vécu dans le 92-420, donc Vaucresson. Vaucresson. Voilà, donc vraiment pas du tout parisien. Donc j'ai grandi en banlieue, j'ai fait en banlieue ouest, et j'ai fait mes études du coup en banlieue ouest. Ouais. Et donc Paris, quelque chose que je ne connais pas, c'est pour ça que je voulais pas forcément rentrer dans Paris. Pour mettre mes bureaux, parce que j'ai pas été très habitué. Mis à part la Tour Eiffel que tu vois de temps en temps de loin. Que d'ailleurs, effectivement, j'ai visité pour la première fois de ma vie, je crois, à 20 ans, je crois, quand j'ai fait un stage chez Otis. D'accord. Dans les ascenseurs. Ok. Vraiment, j'ai travaillé une fois, c'était chez Otis. Comment tu te retrouves Et on devait réparer la Tour Eiffel, donc on est monté en fait réparer les machineries. Donc c'était un stage assez amusant. Sympa. J'allais te poser des questions justement sur l'aéronautique, mais comment tu te retrouves à faire du Otis et de l'ascenseur quand tu es dans l'aéronautique? Je vois le côté aérien de la Tour Eiffel, mais à part ça... Alors en fait rien à voir, mais en fait en école d'ingé, on te demande de faire des stages. Mmh. Et dans l'école que j'ai fait, en fait, tu choisis ta dominante, donc ce qui est en fait ta matière principale, qui va être ton métier futur, que en 2e ou 3e année. D'accord. Donc la première année, donc quand tu sors de Maths P, tu as une première année d'études qui est, on appelle une sorte de tronc commun et généraliste. Et donc là, tu vas aller apprendre une quinzaine de domaines industriels, le nucléaire, l'environnement, l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire, etc., etc. Et pendant cette année-là, tu as un stage à faire dans l'industrie. Et donc moi, j'ai travaillé dans un bureau d'études chez Otis à Sèvres. Parce qu'en gros, je cherchais un stage, j'ai pris quelque chose qui était plutôt bien payé. Pas trop loin de chez toi. Pas trop loin de chez moi, puisque moi, j'étais asso. D'accord. Puisque l'école que j'ai suivie, c'est l'ex-école polytechnique féminine, donc l'EPF, école d'ingénieur. Autre particularité, donc l'école est devenue mixte, en fait, dans les années, je crois, 90.
D'accord. Alors j'espère que je dis pas de bêtises, sinon tu vas te faire éclater par le... Voilà, par l'école. Mais effectivement, donc moi je suis rentré dans cette école, je crois autour des années 2007, et c'est là où il y a le campus central. Donc c'est vraiment Sceaux, c'est une ville qui est assez étudiant. Il y a plusieurs, il y a des universités, il y a école d'ingénieurs, dont le gros campus central, et voilà, donc effectivement j'allais à Sèvres faire mon stage, et effectivement je me suis retrouvé dans une de mes missions, c'est qu'on devait aller contrôler que tout se passait bien à la Tour Eiffel. Et tu te projettes comment déjà en 2 mots, mais maths sup, maths spé, tu viens d'une famille d'ingénieurs, d'excellence dans les études, ou c'est un truc que tu as poussé toi-même ou... Alors, à la base, effectivement, mon père est ingénieur, pareil, en aéronautique. D'accord. Donc, il a fait une carrière pendant 45 ans chez Dassault, en tant que donc, ingénieur. Ah, et lui, il est allé jusqu'au bout, au moins. Ah bah lui il est à fond. Ouais. Forcément moi qu'est-ce que je fais ? Pareil. En tant qu'enfant je fais une école d'ingénieur en aéronautique parce que l'aéronautique c'est ce qu'il y a de mieux. Forcément, c'est vrai que d'un point de vue industriel et technique c'est ce qu'il y a de mieux. Mais en fin de compte, avant d'y aller, je me suis dit bon, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Donc on va dire intellectuellement et d'un point de vue formation, j'ai choisi la sorte de voie royale qui effectivement je pense me faisait plaisir, faisait aussi plaisir à mes parents, etc. Et juste à la fin, 6 mois avant d'avoir mon diplôme, j'ai monté ma boîte et j'ai levé 100 000 euros dans un truc qui n'a rien à voir. Mais en fait, ça veut dire que j'ai failli y aller. Donc effectivement, moi j'ai quand même à la base, j'ai été formé depuis tout petit à être ingénieur dans une grosse boîte du CAC 40. Dassault, Thales, etc. Ce qui te sert aujourd'hui ? Alors, ce qui, on va dire, tout ce que j'ai appris ne me sert pas du tout. Cependant, tout ce que j'ai appris m'a, on va dire, le cadre, la méthode. Le cadre, en fait, ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toutes les formations que j'ai eues ou que j'ai subies. Je sais pas comment on peut dire ça, parce que on va dire ma scolarité est assez compliquée au début. À noter, je connais pas la suite, mais que tu as dit à cause et pas grâce à. Donc... Voilà. Donc bon, typiquement, j'étais pas forcément extrêmement fort. Ah non, c'était juste que j'attendais la suite. Je voulais savoir c'était pas pour me moquer. Hein, c'est loin de moi. Non, mais j'avais notamment des problèmes, tu vois, en orthographe quand j'étais plus jeune. Ouais. J'étais très fort en maths et très mauvais dans tout ce qui était littéraire. Donc du coup, je me suis très rapidement redirigé vers des études scientifiques et voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui, j'ai été formaté, tu vois, dans des gros rouleaux compresseurs parce que j'ai fait maths sup, maths spé. Après école d'ingénieur, tu reprends 3 ans. Alors moi j'ai cubé en plus, donc j'ai fait 2 spé. J'aime ça, tu vois, c'est l'année la pire. L'année des concours, j'en ai fait 2 parce que j'avais pas les écoles que je voulais, donc j'en ai refait une pour être bien. Pendant l'âge où en plus t'es à un âge où t'as envie de sortir, t'as envie de t'amuser, t'as 19-20 ans, t'es à fond, et tu le fais 2 fois. Donc ça m'a quand même, on va dire, ça pousse tes limites. Donc en maths sup, maths spé, t'apprends à pousser tes limites. Après tu rentres en école d'ingé, là tu te détends total. Tu vois en fait que la vie, tout ce que t'as fait, l'intensité intellectuelle et de travail que tu fais en maths sup, maths spé, ça n'existe quasiment plus après dans ta vie future. Par contre, tu sais que tu l'as fait, tu sais jusqu'où tu peux aller. Et après, tu commences à apprendre à te spécialiser dans un domaine pour aller pouvoir éventuellement travailler dans telle ou telle industrie. Et effectivement, à la base, j'ai été formaté depuis petit pour en fait rentrer dans une boîte du CAC 40. Et en fait, je me suis réveillé très tard et au bout d'un moment, je me suis dit, non, je vais rentrer dans cette boîte-là, allez, on va dire Airbus. Et en fait, je vois exactement toute ma carrière pendant les 40 prochaines années. Je sais exactement tous les points que je vais franchir. C'est une sorte de droite de 0 à 40 ans. Et je vois où je vais atterrir. Et ma vie t'est déjà finie, en fait. Tu rentres là-dedans, tu sais où tu vas atterrir. Ta vie, il y a pas de challenge, il y a pas de, voilà. Et ça, je me suis dit, je peux pas faire ça. Sachant qu'on a déjà eu cette réflexion sur ce podcast avec plusieurs invités, c'est que une fois que t'es parti,
Je veux dire, quand tu as fait 3, 4, 5 ans dans ce moule, en sortir, c'est presque encore plus compliqué que de le faire avant de commencer. Je vois l'ex-pro qui a monté Conto, par exemple, à qui on en parle, partir après quelques années où il est passé chez Goldman Sachs, McKinsey, et pour faire des cigarettes électroniques, tu vois. Je veux dire, tout le monde te regarde en disant, mais t'es un ouf, tu vois. Et c'est vrai que toi, t'as choisi de le faire avant, mais alors du coup, comment, pourquoi? Parce qu'en plus, t'es quand même parti sur un truc totalement... alors déjà, logiciel, musique, enfin vraiment rien à voir, quoi. Rien à voir. Parce que juste pour ceux qui sont moins familiers avec tout ça, oui, t'as fait des études d'ingé, mais pas du tout en informatique, pas du tout en software. T'es vraiment sur de la... On est d'accord, de l'aéronautique, donc de la mécanique, ou des flux, du poids... Mécanique des fluides, calcul de structure, dimensionnement, calcul de portance, calcul de centre de gravité, c'est des... Tu sais pas faire une ligne de code en sortant de ça? Alors, si, parce qu'en début d'études, il y a le tronc commun, donc on t'apprend les bases, donc tu sais un peu. Par contre, effectivement, tu ne sais pas développer. Tu ne sais rien. En fait, bon, et puis en vrai, globalement, quand on sort d'école d'ingénieur, on sait rien faire. Donc, à part apprendre, on sait rien faire. Donc, c'était pas mal dans notre société actuelle. Je veux dire, savoir apprendre, c'est un peu l'essentiel. Voilà. Si effectivement, je devais répondre à ta question qui était initialement, à quoi ça t'a servi tout ça? Ça m'a formé en fait l'esprit et ça me donne la capacité en fait de traiter des problèmes d'une manière spécifique, d'arriver à résoudre tout type de problème ou d'apprendre ce qui est nécessaire pour que je puisse résoudre ces problèmes. Ça t'a formé à te former. Voilà. Donc c'est ça. Et en fait, pour répondre à ta deuxième question, l'inconvénient en fait qu'on a par la suite quand tu restes trop longtemps, quand tu mets le doigt dans l'engrenage, t'es absorbé par la machine, peu importe ce que tu fais. Tu pars dans la finance, t'es absorbé, tu restes 5 ans là-dedans, tu peux plus revenir sur l'aéronautique, t'es bloqué. Et l'école c'est pareil, on te met une étiquette sur la tête. Toi t'es né, on te met un badge, ok, toi tu seras ingénieur, toi tu seras infirmière, toi tu seras ceci. Et au moment où t'as la transition étudiant vie pro, c'est le seul échappatoire que t'as pour changer éventuellement. C'est ton premier créneau pour sortir, te dire ok, j'ai envie de faire ça. Si après tu rentres la main dedans, moi j'ai mis le doigt dans l'entrepreneuriat, ça fait 9 ans. Et je suis coincé, je suis parti là-dedans. J'aurai peut-être un nouveau slot dans 2-3 ans, où je vais avoir une nouvelle rupture de carrière. Mais c'est vrai qu'une fois que tu commences à mettre le doigt dedans, tu sors avec ton étiquette, tu mets le doigt dedans, t'es aspiré, et c'est très très dur d'en sortir. Sachant que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une perception globale de la société et des potentiels employeurs. C'est-à-dire que c'est très dur de te faire recruter en tant que... toi, par exemple, aujourd'hui, te faire recruter en tant qu'ingénieur aéro, quelque part, c'est impossible. Impossible. Mais ça veut pas dire qu'on est bloqué. Je veux dire, il y a plein de gens dans ce podcast qui ont prouvé qu'à un moment, tu peux dire ouais, non, mais c'est bon. Tu vois, j'ai fait ça pendant 10 ans. Pour certains, j'ai même 2 enfants et un crédit. Mais en fait, je veux faire autre chose et il est temps de changer et c'est possible. Faut juste, je veux pas qu'on fasse passer ce message que c'est impossible. Non. Mais c'est difficile de l'attendre des autres. Aller convaincre quelqu'un d'autre. En fait, tu as des moments, tu as des opportunités que tu peux saisir à certains moments de ta vie. La sortie d'école, c'est un très bon moment. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que quand tu rentres sur une autoroute, la prochaine sortie, elle est au bout de tant de kilomètres. Donc tu peux pas t'engager dans un truc, recommencer autre chose dans 6 mois, tu peux pas jumper tout le temps, c'est pas possible. Non. Donc en fait, quand tu rentres dans les études, tu suis ton autoroute. La première sortie, elle est quand même assez loin. Tu prends ta sortie, tu fais tes choix, et après, dès que tu rentres dans la vie professionnelle, c'est à ce moment-là où tu as une première porte de sortie. Ok, peut-être que j'ai envie de faire autre chose, peut-être que je vais reprendre des études. Et après, tu bosses 2, 3, 4 ans dans un domaine, tu te formes, tu essaies de comprendre comment marchent les entreprises, comment marche un peu le monde. Et à ce moment-là, tu peux effectivement, au bout de 3 ans, 6 ans, 10 ans, tu as des points de sortie. Tous les, on va dire, 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, ça dépend des gens. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est effectivement d'arriver à avoir le courage et les conditions extérieures qui te permettent de dire, ok, je vais prendre la sortie maintenant parce que je suis pas forcément content de ce que je fais et maintenant j'ai un point de sortie qui arrive et il faut que je le saisisse, quoi. Donc toi tu l'as pris juste avant de sortir. Juste à la sortie de l'école. Ouais. Et c'est quoi le trigger? Qu'est-ce qui est le point de bascule
Alors le point de bascule, c'est au début, donc t'es étudiant en école d'ingé, t'as beaucoup de temps parce que t'as beaucoup travaillé avant et donc tout est assez simple en fait. Le rythme devient beaucoup plus souple. Donc tu commences à, quand t'es un peu éveillé, à faire plein de projets. Donc il y en a qui vont faire plein de sorties, il y en a qui vont faire plein de sports, et puis il y en a qui vont faire plein de projets side project. Donc moi j'ai commencé par faire des sites de casino par exemple. Je me suis lancé là-dedans avec développer des sites. Ouais. Des sites pour des casinos ou des sites de gaming, de jeux? Plutôt on est dans des systèmes, par exemple on faisait des robots qui permettaient aux gens tu vois, de jouer au poker, de choses. D'accord. Parce que y a des gens qui jouent au poker et donc ça les aide à jouer sur plusieurs tables, etc. Donc j'avais fait ça avec mon meilleur ami, c'est comme ça en fait qu'on est vraiment devenu hyper complices. Un robot qui joue au poker, ça veut dire que en gros quand tu étais joueur de poker, tu pouvais utiliser ton robot pour être capable de jouer sur plusieurs tables? Ouais, exactement. En gros, il jouait pour toi sur des décisions faciles. L'idée, il y avait plusieurs choses, mais il y avait juste te donner les probabilités, par exemple. Tu vois le jeu, parce que toi, lui va plus vite que toi. On avait fait, tu vois, des robots qui te permettent de jouer à la roulette en automatique en fonction des probabilités. Et toi, tu mets ton seuil de risque et puis après, lui, il cliquait. Ça t'évitait en fait de rester devant pendant 1 heure. Tu mets ton truc et après tu le lances. Donc ça c'est juste une anecdote et c'est un détail. C'est moi j'avais du temps, j'ai fait des side projects et parmi tous mes side projects, il y en a un qui a suscité énormément d'intérêt de la part de mes professeurs. Ça veut dire que dans l'école, on avait en 3e, 4e année, on avait un projet qui était la création d'entreprise. Okay. C'était de faire une sorte d'entreprise virtuelle qui devait commercialiser un produit pour un besoin identifié, etc. Et il s'avère que ce projet était de faire une table de mixage grand public. C'était mon idée. Ah, c'est toi qui as choisi ça, c'est pas le projet qu'on voulait. J'ai choisi. Avant de rentrer là-dedans, juste Jean-Baptiste, sur les autres side projects, il y en a que tu as lancé, donc comme ces robots de poker. Ouais. Ça t'a rapporté de l'argent? Alors oui, parce que forcément, dans le digital, il y a des besoins, mais dans tous les sens. Et si tu arrives à répondre aux besoins de manière correcte, très rapidement, avec soit de la publicité, soit en vendant des choses, tu peux gagner de l'argent. Notamment, nous, ce qu'on avait fait, c'est que... Tu dis nous, tu étais avec un pote? Mon meilleur ami, qui est ici aujourd'hui, qui est en train de travailler là, un étage en dessous, qui est dans le développement, et en fait, mon associé. Et en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait passé... Qui s'appelle, pardon, du coup, Nicolas, voilà, qui est là depuis le début. Ok. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est que les gens, pour jouer en fait au poker ou à la roulette, ils devaient créer un compte sur un site de casino. Et donc nous, dès qu'un user ouvrait un compte sur un site de casino, nous, on était payé par le casino avec un système d'affiliation. C'est tout bête. Donc, on a mis le truc en place. T'as du tracking. Le gars télécharge ton logiciel. Il va s'inscrire sur le site du casino. En plus, il a 20 € offert parce que c'est un nouveau client. Le gars, il met 0. Il essaye. Il joue. T'es payé en plus. Et moi, je suis payé. Donc, très vite, on a commencé à gagner de l'argent. Et très vite, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de faire ça de ma vie. Il y a eu ça à l'époque, en 2007, 2009, il y a eu plein de législations qui sont passées, avec la FDJ, etc. Bon, on voulait faire des trucs sur les enchères inversées, etc. Et toi, t'as plein d'ingénieurs qui sont ensemble. T'as une promo de 200 gars qui savent potentiellement, il y en a qui savent coder parce qu'ils sont en option informatique, etc. Puis tout le monde fait un peu des side projects. Et voilà. Et donc, on a gagné. Vraiment, c'était pas énorme, mais l'anecdote, c'est que j'avais fait créer un compte en ligne en fait où l'argent était automatiquement versé et je suis jamais allé le chercher parce que j'avais peur à l'époque, parce que j'avais pas de structure, j'avais pas déclaré ça aux impôts, puis je savais pas quoi faire. Et en fait, j'ai perdu les accès et je n'ai jamais en fait pu récupérer cet argent. D'accord. Voilà. Mais c'est pas grave puisque c'était un learning en fait. Tu vois, on a fait ça. Oui, non, je comprends, mais ça veut dire qu'il y a cet argent qui existe toujours quelque part. Et qui tu sais pas, tu peux demander à une banque, tu peux faire quelque chose quand même. Je peux peut-être retrouver un mail qui traîne du nom. Il faut que je retrouve le nom parce que c'est les banques en ligne, tu sais, dématérialisées. Ouais. Et quand t'es jeune, c'est marrant, t'as peur de tout, tu vois. Ouais. Tu gagnes de l'argent, tu vas te faire taper dessus, quoi. Et donc, du coup, j'étais là, bon, et on s'est dit, bon, on teste, et puis si ça marche, on verra, on fera un truc carré, mais tant que ça marche pas, voilà. Maintenant, tu peux en parler derrière un micro parce qu'il y a eu une prescription. Donc Voilà, il y a prescription. Ça avait plus de 8 ans. Tu savais pas à la fois. Non, c'était pas malhonnête. Je savais pas. Mais effectivement, donc il y a des side projects comme ça que tu mènes. Ouais. Et un de mes side projects, effectivement, a suscité plus d'engouement que les autres. Et pourquoi j'ai switché d'un coup ? C'est parce que j'ai vu qu'il y avait une opportunité sur ce projet qui pouvait me permettre d'essayer, tu vois, pendant 1 an ou 2, sans casser ma carrière d'ingénieur,
je pouvais prendre un an, tu vois, de mon temps pour essayer de lancer ce projet. Et si ça marche pas, je serais retourné dans le cycle traditionnel. Donc en fait, c'est juste que moi, j'étais plutôt vraiment assez. J'ai beaucoup d'idées. Je les note sur un petit carnet. Et puis il y en a, je jette un truc à l'eau, je regarde si ça marche, je vois que ça progresse, tac, je continue, je me mets dedans, après j'amène mes potes avec moi, puis etc. Ouais. Et puis de temps en temps, il y en a qui marchent, et toi, sur les projets de quatrième année, on faisait des robots pour jouer au casino, on faisait des sites pour aider les gens qui font des robots de casino à faire de l'affiliation. C'est-à-dire qu'on permettait, du coup, on faisait de l'affiliation sur de l'affiliation, parce que du coup, tu gagnes encore plus, parce que du coup, c'est une pyramide. Ouais. Après, on s'est mis à faire, on a développé des écrans tactiles, parce qu'on s'était dit, bien, l'iPhone, c'est cool, mais c'est dommage qu'on puisse pas faire des écrans plus grands. C'était avant l'iPad. Donc, avec mon associé, on s'est mis à construire des dalles tactiles pour pouvoir, en fait, avoir des applications métiers ou autres sur des surfaces plus grandes. En parallèle, j'avais un projet d'ULM à géométrie variable, puisqu'en étant aéronautique, j'avais un side project qui avait pour but de définir et potentiellement commercialiser un ULM à géométrie variable. Alors pourquoi un ULM, hein, je sais pas si ça t'intéresse. Si, vas-y, dire. Mais en fait, les ULM sont... Il y a un besoin. ULM, pour ceux... Ultra light aircraft ou modèle. Ultra léger motorisé, je croyais. Ouais, ou ultra light modèle en anglais. C'est un avion avec basiquement potentiellement une voile ou une aile, en tout cas, et un moteur et une hélice. C'est exactement un avion, sauf qu'il a un poids qui est inférieur à 450 kg. D'accord. Ce qui fait qu'il sort des normes avion. Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'avoir le brevet de pilote. Tu as besoin d'avoir du brevet du LM qui, en gros, est une formation qui dure 8 heures ou 10 heures, même pas. C'est comme le permis de conduire. Tu peux te poser où tu veux. T'as pas de contrainte de te poser dans des aéroports, etc. Tu te poses dans ton champ. Tu te dis, c'est une voiture volante. Et donc, nous, on s'est dit, tout le monde est dans l'aviation de loisirs. Ils font des petits avions. C'est hyper contraignant. Il faut avoir le certificat médical. Il faut voler tous les mois, etc. Et on s'est dit, c'est marrant parce que tous les ULM aujourd'hui, c'est un peu comme tu dis, les petits avions. Tu vois le mec qui est un peu dehors, qui est... Ça fait peur. qui est dans une combinaison de plongée et qui est accroché à une voile, enfin à une aile, et puis... une sorte de deltaplane avec un moteur. Mais c'est pas du tout ça. Avec un moteur de tondeuse à gazon. Non, voilà, exactement. C'est exactement ça. Sauf qu'aujourd'hui, non, un ULM, c'est comme 400, c'est comme une demi-tonne. Ouais. Et en fait, c'est des avions complètement carénés. Et il y a pas mal de constructeurs qui ont développé du coup des ULM à haute vitesse, qui vont à plus de 300 km/h. Ah, pas mal. Donc tu peux te faire ton petit Paris-Marseille en 3 heures. Ou en 2h50, champ à champ, ou piste à piste. Et en fait, on s'était dit, l'ULM, en fait, grâce à la législation, en fait, ça, c'est quand même beaucoup moins contraignant. Et en fait, t'as un énorme marché donc de l'ULM. Et on s'est dit, il doit y avoir un marché sur de l'ULM un peu de luxe haut de gamme, sur des objets volants qui vont beaucoup plus vite, donc en retravaillant tout ça. Et donc, on avait pour un projet, en fait, de faire un ULM qui décollait sur 30 ou 40 mètres. Et qui atteignait 300-350 km/h de vitesse de pointe et qui pourrait ratterrir sur une distance inférieure à 50 ou 60 mètres en fait. D'accord. Donc on est parti là-dedans, side project, et donc à la fin je me suis retrouvé avec des projets de casino, des projets d'aéronautique sur de l'ULM, et là je pense que si j'étais allé dans l'aéronautique, j'aurais créé une start-up pour concevoir un type d'avion de loisirs ou autre, parce que c'est quand même vachement plus fun. Parce que ce qui me faisait très peur, c'est de me retrouver dans un bureau d'études où je fasse du dimensionnement de boulons. Donc je me vois derrière un écran sur Katia, et là je suis en train de dimensionner un gros boulon. Et alors il y a plein de types de boulons de rivets, il y en a plein. Ouais. Et il faut tous les définir. Puis après tu fais ton calcul de RDM, résistance des matériaux, tu regardes si ton boulon, ton machin, les efforts y passent. Et je me vois derrière un écran, avec 200 personnes autour de moi derrière des écrans, en train de dimensionner un boulon pendant que l'autre il dimensionne la vis. Tu vois. D'accord. Et là je me suis dit... C'est un travail d'équipe, c'est déjà ça. Voilà, mais c'est surtout pas ça que je veux faire. Par contre, du coup, je veux plutôt faire un avion complètement de A à Z, faire définir la voilure, définir le centre de gravité, définir la puissance, etc. Donc déjà quelque chose de beaucoup plus petit. Donc si j'avais fait de l'aéronautique, je serais parti dans une start-up qui fait des petits avions ou des choses où je peux m'impliquer et faire plus que pendant un an définir les rivets, tu vois. Ouais. Voilà, donc ça, voilà. Et donc pendant mon cursus, à la fin, j'avais pas mal de projets. Et pourquoi je suis rentré là-dedans, parce que c'était quand même la question, c'est qu'en fait, dans tous ces projets-là, il y en a un qui a popé, qui a vraiment retenu l'attention de tout le monde, que ce soit mes parents, mes amis, mes professeurs, etc. Je me suis dit, je me donne un an, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'irai faire des boulons, quoi. C'est bizarre que ce truc ait popé. Alors tu vas nous raconter rapidement, et puis après on ira plus en profondeur sur ce que c'est, mais...
versus par exemple ton projet d'avion là qui moi me fait fantasmer aussi. Je veux dire, ça paraît très concret. Quand tu fais de l'aéronautique, il y a un côté rassurant de se dire bon, il est légitime à aller sur ce genre de truc plutôt qu'une appli de DJ. DJ. Enfin, tu vois, rien à voir. Je veux dire, c'est un peu bizarre que ça pop plus que le reste. Alors, je pense que c'est aussi, tu vois, une question d'un peu de conjoncture. Donc j'ai commencé à travailler sur ce projet de table de DJ ou d'application en 2009-2010. Non, même pas, j'ai n'importe quoi, 2007-2008. Et en fait, quand tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, selon l'industrie, il faut plus ou moins de moyens. Pour arriver de dire ok, je viens de sortir de l'école, je vais dimensionner un avion, je vais fabriquer un avion, il me faut une petite usine, il me faut un entrepôt, il me faut des licences CATIA, il me faut des postes de travail, il me faut un ingé en RDM, il me faut un ingé en machin. T'as eu peur en fait. Non mais oui, je me moque. Non mais c'est ça, comment je fais? Et en plus ça va me prendre 5 ans, 5 ans de développement, et peut-être que dans 5 ans je vais commencer à vendre mon truc. T'as pas envie de le faire maintenant? Peut-être qu'après je pourrais y revenir. Je pourrais peut-être y revenir, mais non mais je comprends. Mais donc tu vois, tu te alors dis que créer une appli, finalement, tu peux te dire, voilà. Ce qui est pas complètement vrai d'ailleurs, parce que maintenant tu me racontais que tu avais 30 ingés et que voilà, c'est quand même sérieux maintenant le business des applis, mais en tout cas, retour en 2007, tu pouvais bricoler des choses. Voilà, nous, on n'était pas sur les applis en 2007, mais on était sur le web. Donc la première appli qu'on a fait, c'était une appli web en fait, parce qu'il n'y avait pas encore l'iPhone qui était répandu ou Android, il y avait même pas Android 2 ou Android 1. Et donc en fait, toi faire des robots de casino ou faire une appli, un site web, c'est assez proche. Et en fait, je suis parti du principe, je me suis dit bon, tout le monde a l'air fou de mon truc. J'ai juste dit, je vais proposer une solution qui permet au grand public d'animer ses soirées. C'est quand même la base. Parce que tu as plein de logiciels aujourd'hui, à l'époque, il y a quand même maintenant 10 ans, PC, qui étaient des logiciels que tu installes, très professionnels, avec plein de fonctionnalités, tu comprends rien. Donc du coup, je me suis dit, tu as 7 milliards de personnes, peut-être 6 milliards 800 millions à l'époque, tu as 6 milliards 8 de gens qui, tous les ans, ont 2 bonnes raisons de faire la fête et d'utiliser mon logiciel, c'est de faire le jour de l'an et de faire leur anniversaire. Fois 6 milliards 8. Tu te dis, je vais avoir 12 milliards de sessions dans l'année, tu vois. Et là, tu fais ton petit calcul, allez, je gagne 3 centimes par session en pub. Direct, tu dégages 10 millions d'euros de CA par an, tu vois. Et là, tu te dis, là, tu as vraiment les dollars dans les yeux, tu te dis, c'est bon, là, ça va être génial, je suis millionnaire. Et c'est comme ça que tu pars. Tu te dis, j'ai un truc qui a l'air pas dur à faire, enfin, qui est abordable, tu vois, voilà, c'est du développement logiciel. Derrière, il y a plein de gens qui vont vouloir, en fait, l'utiliser. Et donc, tu te dis, ça va cartonner. Et donc, à la fois, c'était plus simple pour moi de me partir là-dedans. Parce que toi, voilà, si je m'étais viandé au bout de 6 mois, c'était réglé. Ouais. Quand tu pars pour faire un avion, déjà, tu vas savoir, tu vas te viander dans 3 ans. Ouais. Ah, ok, au bout de 3 ans, tu dis, finalement, on va rater. Et voilà. Et donc, du coup, je suis parti là-dedans parce que ça plaisait. Il y avait effectivement un vrai besoin marché, puis qu'on a en fait constaté par la suite, vu l'explosion qu'on a eue. Mais voilà, c'est toute une, on va dire une concours de circonstances. Et également quand même, c'est quand j'ai présenté ce projet à différentes personnes, au bout d'un moment, il y a des gens qui m'ont dit je veux investir. Ouais. Et là, t'es étudiant, t'es en dernière année d'école, tu vas être diplômé dans 1 an. Et là, t'as des mecs qui disent ok, nous on met 100 000 euros quoi. Et tu dis mais attendez, vous êtes sûr de votre coup? Et tu fais bon, ok. Donc là, tu dis ok, j'y vais. Et là, tu prends 100 000 euros. T'es étudiant, Puis tu connais rien au business quand même. Rien. T'as le produit qui est pas finalisé. Mais une levée de fonds comme ça, t'as pas fait de conneries, t'as pas donné trop pour 100 000 euros, t'as pas. Je veux dire, c'est un peu. T'es conseillé, comment ça se passe? Je peux te dire, parce que maintenant il y a prescription. Première levée de fonds, donc je ne savais pas du tout comment faire. Ouais. Je savais pas faire de business plan. Alors on avait vite fait un prix un peu à l'école, mais j'avais fait un business plan à 5 ans. Je pense qu'au bout de 5 ans, on devait gagner soi-disant des centaines de millions d'euros. Évidemment. Bref, évidemment. Voilà. Ça doit être le premier dernier business plan que j'ai vraiment fait. Parce qu'après j'ai arrêté. Même si on a levé 9 millions de dollars, j'ai plus jamais fait ce genre de document. Et donc en fait j'étais là, je savais pas comment faire. Pour revenir là-dessus, le mythe du business plan quand même, c'est qu'en fait tout le monde sait qu'il sera jamais effectué, que c'est totalement imprécis, que quand tu lances une start-up comme ça, en fait généralement t'avais probablement une idée qui est pas du tout celle que tu as aujourd'hui, que je pense que quand tu parles de 2007 en effet, il y avait
à peine l'iPhone, il n'y avait pas d'iPad, la musique, Spotify, Deezer n'existait pas. Non, ça n'existait pas. T'es dans un autre Même monde, YouTube, quoi, donc... ça n'existait pas. Donc, à peine, c'est ça. Rien. Donc du coup, en fait, c'est pas... le business plan n'a aucune utilité réelle, si ce n'est avoir quand même une forme de projection sur un certain nombre de choses, une petite gymnastique intellectuelle pour certains investisseurs qui est importante. En fait, je pense que le business plan, ça te permet de te projeter, te rendre compte si vraiment tu as peut-être une chance d'y arriver, ou tu peux t'apercevoir qu'il y a des choses illogiques, qu'en fait, le business plan te démontre que ça ne marchera jamais. Parce que ton niveau de marge, il est pas bon. Parce que du coup, quand tu fais X fois Y fois Z, tu t'aperçois que de toute manière, à la fin, tu gagneras jamais d'argent. Et qu'il y a trop de barrières. Parce que en mettant ligne à ligne, tu décomposes, ça te permet de définir le squelette de ton business model. Ouais. Et là, de voir que ça va pas. Là, ça va être dur. Donc, il faut qu'il y ait des sales. Donc, ça augmente mes charges. Mais si je fais ça, clac. Et à la fin, tu dis, c'est mort. Mais par contre, ce qu'il y a dedans, tu peux rajouter un zéro partout et ça n'a pas de... Mais il y a plein de business comme le tien où en fait tu le connais pas le marché. Moi je me souviens des dernières grosses levées qu'on a fait avec Cosa Vostra et les boîtes qu'on a créées, dont une qui s'appelle WeFlash qui fait des shootings photos en masse. Et on a commencé sur une verticale qui était l'immobilier. Ouais. En gros l'idée c'est de dire on va shooter pour tous les agents immobiliers, on bosse avec Nexity, Century 21, La Forêt, enfin tous les gros de l'immobilier. Et en fait, on cherche la profondeur du marché avec les VC, en tout cas les investisseurs. Puis il y en a plein qui se disent mais le marché, en fait, il est pas si gros. Puis en fait, après, tu te rends compte que finalement, un de nos plus gros clients, c'est Uber Eats. Parce qu'en fait, ils nous font shooter tous leurs plats tous les jours le midi. Et puis après, t'en trouves un autre qui est Smartbox. Puis après, t'en trouves un autre qui est machin. Puis en fait, tu te rends compte que le marché, il était... pour une fois, en tout cas, beaucoup plus grand que ce qu'on avait imaginé et beaucoup plus profond, avec une récurrence de malade. Et voilà. Et en fait, c'est là où, l'exercice, il est limité. Ça veut pas dire, je pense qu'il faut pas le faire. En tout cas, toi, une fois que t'es lancé, c'est un peu différent. Au début, dans les tout débuts d'une entreprise, c'est intéressant de voir, ne serait-ce que tes charges. Qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu suives tes dépenses. Bon, en fait, en vrai, moi, la seule chose que je regarde, que je regardais tous les jours, c'est la trésor. Tant que j'ai de l'argent sur mon compte, je suis immortel. Donc, au final, la seule chose que je regardais en permanence, c'est les flux. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Bon, après, de toute manière, au début, tu donnes ta vie pour réussir. Donc, tu t'as beau écrire ce que tu veux dans un BP, de toute manière, t'es à fond. Donc, si tu fais pas ce que tu dis, tu peux pas faire plus. Quand tu bosses 70-80 heures par semaine, au bout d'un moment, le record, c'était 105 heures la semaine. Donc, tu dors 2-3 heures par jour. Un peu trop. Ouais, voilà, c'est un peu trop, mais au bout d'un moment, tu peux plus. Donc, ton business plan, c'est cool. Tu le fais. Tu montres ça à des investisseurs, futurs investisseurs, tu leur montres. Comme ça, eux, ils sont contents. De toute manière, il faut bien aussi qu'ils aient des billes pour pouvoir te challenger, te poser des questions. Mais ça ne sert qu'à ça. Puis après, tu le fermes. Puis tu le regardes plus. Et après tu regardes ton BFR, tu fais tes forecasts réels sur tes objectifs mensuels, trimestriels, et puis après tu vas à fond, quoi. Et donc ma première levée de fonds, j'ai fait mon super BP, j'y suis allé, et c'est un comptable qui m'a aidé du coup à faire le premier business plan. Et là on a fait une usine à gaz, mais ça m'a pris 2-3 petites choses, et puis à la fin en fait en 2 temps 3 mouvements j'ai réussi à lever de l'argent auprès de Business Angel que j'ai rencontré par le réseau. Tu vois, je suis allé voir un des profs de mon école qui m'a envoyé vers un de ses copains à lui, qui m'a renvoyé vers un de ses copains à lui, clac 100 000 euros au bout de 1 mois. Et là C'est-à-dire 1 mois après quoi que j'ai commencé à dire tiens, j'ai un projet. D'accord, t'avais pas de produit du tout. J'avais commencé à faire des petits prototypes, on va dire. J'avais commencé à faire des petits prototypes avec mon associé et on avait une table de mixage en flash à l'époque, ActionScript 2 je crois, ou ActionScript 2. Donc tu vois, c'est très très vieux. Là, tu parles de techno. Qui n'existe plus. Et donc on était en techno flash et on avait un proto qui tournait. Donc j'ai présenté ça, mon petit business plan. Et ton proto, dis-moi juste, il fait quoi en fait? Je peux prendre en gros l'idée, pour les gens qui sont pas familiers au DJing ou à l'animation de soirée. L'idée c'est j'ai un disque A, si je reprends l'équivalent des Technics MK2 qui te sont chers ou j'ai un disque A, un disque B. Je veux passer du disque A au disque B, donc de Jeanne Masse à Martin Solveig. J'ai lu un truc sur Jeanne Masse et le fait que est-ce que ça peut avoir des accidents de voiture, ça doit être pour ça. Je sais pas d'où je peux sortir Jeanne Masse. Là maintenant comme ça, je me sens pas bien. Et du coup à Patrick Bruel, t'as dit?
Martin Solveig. Ah, Martin Solveig. Toi, tu je changes me suis dit, là, il est pire que moi, lui. Mais non, ça va, Martin Solveig, tu t'en sors bien. De Jeanne Masse à Martin Solveig. Bah, du coup, la difficulté, c'est comment tu fais un enchaînement entre ces deux. Voilà. Et toi, tu réponds à ce grave problème de l'humanité. Donc, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, bah, c'est pas forcément des choses qui vont ensemble, mais du coup, grâce à des algorithmes, tu es capable d'aller faire une transition propre. Et donc, ce que tu veux, c'est que plutôt que sur, à l'ancienne, tu vois, t'as un fade-in, fade-out, donc le son s'éteint. Puis alors là, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, et l'autre musique recommence. Et donc, vraiment, ce qui a vraiment le vrai besoin, c'est de pouvoir enchaîner des titres de manière synchronisée, que les transitions soient belles. Et puis en plus, tu peux arracher des petits effets, tu peux mettre des bruits, etc., des effets sonores. Tu vas les mixer, tu vois, tu vas pouvoir baisser les basses d'une, monter les aigus de l'autre pour pouvoir tu peux vraiment mélanger les titres et donc faire des enchaînements et une animation de soirée qui, en fait, qui donne un peu mieux que je mets un CD, tu vois, et j'ai des blancs tout le temps, quoi. Donc ton truc en flash, tu le télécharges en ligne, normalement c'est l'idée, voilà. Et ça te permet de passer d'une musique à l'autre et de faire tes petits effets, d'animer une soirée sur un PC ou un Mac. À l'époque, c'était un ordinateur. Voilà. C'était un ordinateur, il fallait que tu aies tes musiques en local. Donc du MP3 principalement. Du MP3, et par la suite, on est passé à YouTube. Donc là, c'était le rêve, c'est tu te connectes sur la plateforme, tu mixes directement les vidéos de YouTube. Donc, tu as 30-40 millions de titres gratuits et un logiciel qui mixe le tout. Faut pas qu'ils te mettent de la pub quand même dedans, parce que du coup... Ils mettaient un peu de pub, sauf que à l'époque, dans les API développeurs, en fait, tu pouvais afficher donc les contenus YouTube dans des iframes, ça veut dire en dehors API, du contenu. Une API, c'est un endroit où on va se brancher. Voilà, tu te branches à YouTube. Ouais. Sur ton site, ils vont envoyer la vidéo. Et en fait, à l'époque, YouTube ne passait pas de publicité en dehors de YouTube. Donc, tout ce qui était sur les tiers, pourquoi ils peuvent pas faire ça? Parce que quand tu arrives sur un site web, toi tu sais qui est le client, sauf que YouTube via son iframe ne pouvait pas savoir qui était le client. Donc je vais pas diffuser une pub de Coca-Cola ou même une pub pour Tampax à un homme. Et le problème c'est que YouTube via son iframe ne pouvait pas savoir qui était la personne. Derrière, d'accord. C'était caché. Okay. Donc à l'époque il n'y avait pas de publicité dans les vidéos mises sur des sites web. Donc nous on était un site web. On avait les vidéos qui s'affichaient, il y avait juste des petites bannières en fait. Et donc ça a bien marché, enfin ça devait bien marcher, mais ça n'a pas marché. Mais pourtant la promesse était incroyable. T'as le logiciel qui te permet d'animer tes soirées avec tous les contenus du monde. C'était une révolution. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait les gens ils s'en foutent. En fait, tu pourrais dire, il y a soit les pros qui ont leur platine, ils ont pas besoin de toi, ils se débrouillent. Alors il y avait des trucs comme Serato qui existent toujours, qui doit être un peu concurrent, vous indirect. C'est un carton, Serato, Tractor, t'as Pioneer DJ. Donc, en gros, tu branchais des platines sur. L'idée, c'est que au lieu de changer tes vinyles, t'avais des vinyles un peu vierges, c'est ça, pas vierge, mais qui avait un son. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais ça te permettait de changer des disques avec du MP3 et de pas te trimballer avec plein de vinyles et de faire plein de trucs en plus. C'est exactement ça. C'est en fait quand on est passé du vinyle au digital, ça veut dire au lieu de mixer des vinyles analogiques où il y avait le son qui était gravé, on s'est mis à mixer des MP3 qui étaient sur un ordinateur, qui étaient contrôlés par un fameux vinyle où il n'y a rien dessus, qui était juste là pour faire avancer le MP3 sur l'ordinateur. Ce qui fait que le DJ du Pacha, du Rasputin, du Queen, de l'Amnésia, je sais pas, lui il voulait pas tes solutions à toi parce que tu avais un truc entre guillemets d'amateur. L'amateur, il avait peut-être pas besoin de ton truc parce que lui, il prenait un CD, il le changeait, puis il en mettait un autre où il s'en foutait, il faisait pas de transition. Et toi, t'étais un peu dans le ventre mou, c'est ça pourquoi? Alors, pourquoi ça n'a pas marché à l'époque, c'est... Je cherche à expliquer avant que t'expliques, tu vois, c'est magique. Ouais, en fait, c'est très simple, c'est en fait, on est arrivé trop tard sur Google. Alors, tu sais qu'on était dans le web. Ouais. Tu lances un service dans le web, tu vas être référencé par qui? Par Google. Ouais. Sauf que quand tu arrives 10 ans après que tous les sites de DJ qui n'ont rien à voir soient référencés, ils ont un poids en référencement qui est tel que tu arrives en page 4. Donc tu lances ton service, tu es en page 4. Ah bah si tu fais pas d'acquisition, personne ne te verra. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand on a lancé notre plateforme, bah en fait les blogs DJ, même Radio FG, tu vois, Radio FG qui est une radio pour les DJ, etc., arrivaient en première page sur le mot-clé DJ ou soirée, sur la première page de Google. Donc si on voulait être en première page, il fallait payer une tonne. Comme on était en mode start-up, on avait levé 100 000 euros, bah on a plutôt payé les gens plutôt que de faire de l'acquisition. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le coût pour arriver sur cette première page et ramener du trafic, non pas en France, mais au niveau mondial,
il faut acheter la première page sur le mot-clé DJ, qui est un mot-clé qui est extrêmement demandé sur Google dans 180 pays, il fallait que je lève 50 millions. D'où l'intérêt pour certains aussi qui achètent des URL et des domaines un peu vieux sur des business ça marche de moins en moins, descendants parce que tu achètes une autorité. Mais, tout à fait. Ça marche de moins en moins. On a essayé de le faire un peu. Et en fait, ça n'a pas marché tout simplement parce que on n'avait pas la capacité marketing et financière d'être référencé partout. L'algorithme de Google, il est ultra sévère, il est ultra dur. C'est ultra compliqué. Quand tu étais sous le radar, en fait. Tu n'étais pas visible. Invisible. D'accord. Invisible. Mais ceux qui essayaient étaient contents, trouvaient ça super. Il y avait un Ah ouais, usage, on avait une super rétention. Mais t'imagines, tu arrives sur un site web, tu as un logiciel pour aller animer ta soirée avec 20 millions, 30 millions de titres offerts. Sans pub. Mais c'est incroyable. Même aujourd'hui, il n'y a aucune offre équivalente dans le monde. Mais ça n'a pas marché parce qu'on n'était pas référencé. Et le jour où ça a marché, c'est quand on a changé de plateforme. On est passé du web au mobile. Et quand on est arrivé sur mobile, il n'y avait rien. Pas de concurrent. Oui, parce que là, t'es arrivé sur l'App Store. Je suis arrivé sur un App Store où il n'y avait personne. Ouais. Donc, pas de problème de référencement. Mais comme j'avais pas d'argent, parce que j'avais levé que 100 000 euros. Quand tu tapais DJ sur l'App Store Apple, tu ne voyais que toi. On était la première app de DJ gratuite au monde. Sur l'App Store. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils tapent DJ. Il y en a une gratuite, une payante. Ils prennent la gratuite. Et là, on a récupéré tout le trafic. Tout le trafic DJ au monde, qui était tapé sur le web avant, qui est après tapé sur mobile, on l'a récupéré gratos, juste en mettant une app gratuite sur ligne. Parce que le client, quand le résultat de recherche, il voit premier résultat, une app payante, le deuxième, une app gratuite, il prend la gratuite, 98,9% des gens. Donc, comme on était la seule app gratuite au monde sur iOS et Android, on a récupéré 99% du marché sans rien faire. On parle de quelle année, là ? 2012. Et là, tu avais encore que levé 100 000 euros. Alors, 2012, 2009, je crée la société. Ouais. Je lève 100 000 euros. Moi, j'étais diplômé en 2010. Donc, je crée la société. Je lève en 2010 100 000 euros. En 2011, plus d'argent. Fini. Produit en ligne qui ne marche pas sur le web. Ouais. Et j'ai plus d'argent. Et eDJing mobile est sorti en 2012. Et comme on a fait le pas... eDJing, donc c'est l'application qui existe de DJ. encore. Ouais. Exactement. Et donc en 2011, en fait, j'ai plus d'argent et on a fait un prêt. Donc mon associé et moi, on a dit, ok, on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est allé voir une structure d'aide régionale, on a dit, notre société, là, on a 10 000 utilisateurs, on y croit, etc. On n'a plus d'argent, donc on vous remprunter. Parce que aucun investisseur... C'est l'équivalent de la BPI ou c'était... C'est un organisme régional qui s'appelait Scientipol Initiative. Ok, oui, je me souviens. Qui est plateau de Saclay. Et en fait, avec mon associé, on était là, on y croyait, mais ça faisait déjà 1 an et ça marchait pas, donc je dois aller bosser chez Airbus, là. Tu vois, donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, allez, on y va à fond, on va aller du coup faire un crédit parce qu'il y a plein on va dire, de sociétés d'organismes qui aident. Et à l'époque, les investisseurs qui font de l'early stage, ultra early stage comme ça n'existait pas. Il y en avait, aujourd'hui, aujourd'hui c'est... mais il y a des VC à tous les coins de rue. Oui. Il y en a partout. C'est des tickets de 1, de 50, de 100, enfin c'est n'importe quoi. Ça déborde de partout. Jusqu'à quand? Mais voilà, oui. Non, mais c'est incroyable. Moi, il y a 9 ans, c'était pas ça. Hein. Non, je sais, moi j'ai levé des fonds en 2007, c'était pas aussi facile. Voilà. Après, c'est aussi une nouvelle manière de travailler. La difficulté, je pensais que ça, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est que ça peut un peu changer le modèle de certaines personnes pour qui dans la tête le fait de lever est un accomplissement en soi alors que que c'est une étape. Mais oui, tout à fait. Ça peut faire créer des fausses success stories, des boîtes qui ne devraient pas exister, qui existent et qui vont au tapis parce que là c'est l'argent qui les a. À l'inverse, quand t'as bien compris le game, comme on dit, ça fait un effet milieu de malade. Voilà, si t'as réussi à bien développer ton truc et que tu sais que t'as un marché en dessous de ton truc, pour exploser plutôt que d'avoir à faire des choix de marché, de produits, de choses comme ça. Tu gagnes du temps et du coup tu crois beaucoup. T'accélères très fort. Ouais. D'accord. Et donc toi tu empruntes en 2011. Donc là les VC ils n'étaient pas là. Ouais. Donc du coup moi j'avais le choix entre soit relever auprès de Business Angel, mais bon vu que ça marchait pas trop. C'était quoi ta démarche? C'était j'y crois à fond, on n'a pas trouvé le truc. Je vais faire de l'iPhone ou pas encore. Non, pas encore. C'est-à-dire c'était juste je veux surtout pas aller chez Airbus. Alors en fait c'est j'avais des KPI qui montaient.
j'avais mon taux de user qui montait, j'avais des fonctionnalités qu'on sortait qui étaient vraiment géniales, où on voyait que ça améliorait la rétention. Et on s'est dit, mais ça, toi, le premier site qui te permet d'aller animer ta soirée avec 30 millions de titres gratuits, mais rien que limite, tu utilises mon truc, rien que pour écouter de la musique gratos. Toi, Spotify, c'est 9 € par mois. Donc tu te dis, au pire, ça devrait forcément marcher. Il y a un problème dans le truc. On sait pas ce que c'est. Mais on va s'accrocher, on va y aller à fond. Donc on s'est accroché. C'était vraiment une conviction. On se dit, ça ne peut pas ne pas marcher. Parce que, au pire, ils écouteront juste de la musique gratos, quoi. Ouais. Incroyable. Tu t'as rien à payer, c'est gratos. Et c'est légal et gratos. Donc on s'était dit, on sait pas comment, mais on sait que ça va marcher. Donc on s'est accroché comme des malades et on est allé emprunter du coup de l'argent auprès de Scientipeople Initiative. Et donc ça nous a sauvés. La mauvaise nouvelle, c'est que la boîte, elle était un peu vieille, parce qu'on avait déjà 2 ans. On a emprunté en 2011, j'ai créé en 2009. D'accord. Il faut savoir qu'une boîte qui a 2 ans, en France, elle est censée réussir. Parce que si tu as passé les 2 ans, plus personne te garantit rien. Ça veut dire qu'une boîte qui a plus de 2 ans, elle a plus le droit vraiment à des vraies aides. Donc en fait, on a dû emprunter personnellement sur nos têtes, mon associé et moi, 60 000 € pour pouvoir continuer l'activité. Chacun 30 000 chacun. Oui, d'accord. 60 000 € personnellement. Alors que si on avait eu moins de 2 ans, donc à quelques mois près, si on avait moins de 2 ans, tu avais la BPI qui garantissait le remboursement si la boîte allait au tapis. Ça veut dire que du coup, on s'est mis dans une situation où si on échouait, on empruntait 60 000 €, on se payait pas, hein. On avait donc 60 000 € de dette sur la tête, non garantie par la BPI. Donc si on ratait, je retournais chez Airbus et je devais rembourser 30 000 balles pendant les 3, 4, 5 prochaines années de ma vie. Sachant qu'en plus, tu aurais probablement été interdit de gestion. Enfin, non, c'est ça. Voilà. C'est triple, quadruple. Donc, du coup, on y allait. Donc, ça, toi, je le raconte pas très souvent, mais je pense que c'est assez formateur. On l'a fait. Grâce à ça, on a gagné quelques mois de vie qui nous a permis de rencontrer notre premier investisseur, qui est le fonds HDF, qui a mis un ticket dans la société et qui nous a permis de faire le pivot pour aller au mobile. Donc, on a gagné du temps. On est passé sur mobile. Et là, ça a explosé. T'as pas fini d'ailleurs tout à l'heure, tu allais me dire, je crois, combien t'avais lâché sur la première levée. Ouais, tout à fait. C'était l'info choc là. Attention. Oui, alors, première levée de fonds, tu découvres qu'il y a des gens qui sont intéressés par ton projet. Et ça, c'est quelque chose de très très bon. Si tes amis et ta famille, ils veulent pas investir, ça veut dire que déjà, faut oublier. Si t'arrives pas à convaincre ta mère que ta boîte, elle est bien, c'est mort, parce que ta mère, entre guillemets, elle trouve que tout ce que tu fais, c'est bien. Donc si ta mère a dit que c'est pas bien, c'est mort. Si après tes amis disent que c'est pas bien, je pense que c'est pas bon non plus, parce que tes amis aussi, ils sont sympas. Ma mère écoute plus trop mon podcast ces derniers temps, je suis très déçu, parce que je crois que c'est trop technique de temps en temps. Mais maman, j'espère que tu écoutes ce podcast quand même. Ouais, des fois, ma mère aussi, c'est pareil. Ma maman. Elle me dit effectivement souvent que c'est très bien ce que j'ai dit, mais effectivement, elle n'a pas tout compris. Mais moi, j'essaye de faire en sorte que... c'est Thibaut Elzière qui était venu sur ce podcast de eFounders. Un super épisode d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Et j'avais eu par son frère un message de sa mère qui me disait qu'elle avait adoré, qu'elle comprenait enfin ce que faisait son fils. Et voilà, donc c'est quand même ce que j'essaye de faire. Donc je suis très déçu quand ma mère me dit qu'elle comprend pas. Ouais. Je vais répondre à ta question. Ouais. On y va, on parle des euros. Et bon, maintenant juste, maintenant, après 9 ans, ça y est, là maintenant, elle a bien compris, elle a son iPhone, elle a ses trucs, etc. Elle s'est mixée. Ouais. Mais bon, c'est quand même très abstrait ce qu'on fait et je pense qu'on y reviendra plus tard. Hein. Voilà, donc moi, j'essaie de trouver de l'argent, j'arrive à convaincre donc mes proches, ce qu'on appelle les love money, des business angels. Je dis, bah voilà, je veux lever de l'argent. Ils disent, bah très bien. Bah, je leur dis, bah écoutez, moi je vous donne 10% pour 100 000 €. Bon, les mecs ils font. Valeur 1 million. Voilà. Donc, donc j'ai une idée, j'ai un petit proto qui marche et je dis, bah ça vaut 1 million. Et là, au moment où je me dis ça, je joue à mon associé, je dis, mais attends, t'imagines si on arrive à faire ça? Sachant que vous êtes à 50-50 avec ton associé? Non, pas du tout. D'accord, ok. Non, un conseil, faut jamais faire 50-50. Déjà, si t'arrives et que t'as pas un pouvoir de décision unique, déjà les VC ils partent. VC, c'est... J'ai entendu tout et son contraire sur le podcast, alors maintenant mais en effet, c'est ce qu'on t'apprend. C'est ce qu'on t'apprend. C'est que si 50-50, quand tu parles là-dessus, si t'es pas d'accord, c'est mort. Intéressant d'avoir. C'est fini, il faut au moins 51-49. Voilà. Et effectivement, dans le futur, c'est quand même hyper intéressant d'essayer de garder la majorité le plus longtemps possible, soit toi, soit tes associés, parce que au bout d'un moment, quand t'as pas le pouvoir de décision ou t'as plus le pouvoir de décision,
c'est plus ta boîte en fait. Ouais. Voilà. Et donc du coup, je me dis, comment je me dis, bah voilà, putain, notre projet il vaut 1 million d'euros. Mais t'imagines, on était étudiants, on roulait en Opel Corsa et on avait un projet qui avait quelques mois, qu'on avait fait dans notre garage entre guillemets, et ça vaut 1 million d'euros. Et là, tu te dis, putain, on est millionnaire quoi. Et c'est là. Mais jamais ils vont accepter de payer ce prix-là. Et c'est là où faut. Je fais la promo de mes autres podcasts, mais il faut écouter le podcast de David Salabit, Cambon Partners. Ouais, je sais pas si t'as écouté. Avec qui m'a fait ma deuxième levée de fonds. Qui est un type fantastique et qui t'explique bien la différence entre la valeur et le coût. Ouais. Et qui te dit, moi, mon boulot, c'est de définir la valeur d'une entreprise et après de la vendre à son prix. Ouais. Mais la valeur et le prix, c'est pas du tout la même chose. Et quand ta boîte vaut 1 million d'euros, tu n'es pas millionnaire. En fait. Alors, exactement. Mais tu vois, dans le concept, c'était effectivement de te dire, putain, notre projet, il vaut 1 million d'euros, quoi. Et ben, en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Et bon, bah, t'es heureux le premier jour ou la première semaine, puis après, tu bosses, quoi. Donc, en fait, très rapidement, tu t'aperçois, et effectivement, bah, t'es content, t'as que 100 000 euros sur ton compte. Et donc, grâce à cette levée de fonds, bah, ça nous a permis de lancer le projet. On a eu des problématiques, on a fait un emprunt. Grâce à cet emprunt, on a gagné un peu de temps. Grâce à ce temps, on a rencontré un nouvel investisseur qui était HDF, qui lui a mis un ticket de 300 000 euros dans la société. Et là, c'est ça qui nous a permis de faire Et on les a rencontrés, on leur a dit, voilà, on a une idée, on pense qu'aujourd'hui, il y a un marché, le produit marche bien sur le web. Par contre, on va avoir besoin de financement pour faire le pivot mobile. Et cet investisseur qui est aujourd'hui notre investisseur majoritaire. D'accord. Majoritaire, ça veut dire quoi? C'est le plus gros investisseur ou c'est le plus gros actionnaire? Plus gros actionnaire. Plus gros actionnaire de la société. D'accord. Ouais. Qui n'est pas devant nous parce que les fondateurs sont majoritaires aujourd'hui. Okay. Nicolas et moi, on est majoritaires. Mais c'est le deuxième plus gros actionnaire, entre guillemets, après le bloc fondateur. Okay. Et il est rentré, cet actionnaire. On avait 10 000 utilisateurs sur notre site web. Et aujourd'hui, on a plus de 200 millions de téléchargement de nos applications. Donc lui, il est arrivé à un moment donné, il nous a aidé à faire le pivot mobile, qui s'est joué à quelques mois grâce à un crédit qu'on avait fait auprès de Sensibly Initiative. Et tu vois, 6 ans plus tard, 200 millions de users. C'est pas de user, alors c'est téléchargement. Téléchargement. Ouais. Du coup, 200 millions, c'est téléchargement totaux, c'est-à-dire il y a des gens qui l'ont téléchargé plusieurs fois. C'est des téléchargements d'utilisateurs uniques. D'accord. Et donc, toi, tu connais tes daily active users, peut-être pas monthly, comment on appelle ça, les gens. Les DAU, MAU, tout quoi. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, bah, on parle surtout en termes de téléchargement, parce que comme on est sur le mobile, la métrique qui te permet de caractériser ou de classer les apps entre elles, sur les stores notamment, ou sur les différents sites de classement, c'est les downloads. Aujourd'hui, quand tu tapes DJ sur l'Apple Store, le nombre de téléchargements est une des variables qui influe le plus l'algorithme de classement. Ouais. Une app qui n'a pas de trafic, ça veut dire qu'il n'y a pas d'usage, et s'il n'y a pas d'usage, ça n'intéresse personne, et l'algo, il downgrade. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle très souvent de téléchargement, puisqu'effectivement, c'est une métrique sur le mobile. Sur le web, on disait quoi? On disait les vues, visiteurs uniques, et nous, en fait, on est en download. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, et donc cet investisseur nous a permis de faire le jump. Et pour parler une seconde de Cambon, c'est Cambon qui m'a structuré ma vraie, entre guillemets, première levée de fonds, qu'on aurait pu appeler une série A, puisque Cambon, à l'époque, a levé 2 millions d'euros. C'était ma grosse levée de fonds, puisqu'avec HDF, on avait levé 300 000 ou 500 000 euros. Et après, là, on a levé 2 millions. Et ça a été vraiment la levée structurante. C'est-à-dire que HDF nous aide à faire le pivot mobile. Avec cet argent, on démontre qu'il y a une traction. Première année, 3 millions de downloads. Donc là, il y a tous les BC de Paris qui m'ont appelé. Tous. Ah, on a vu, dis donc, l'application, machin, etc. Ils m'ont tous appelé. Il n'y a personne qui a suivi parce que comme ils connaissent pas, ils ont juste regardé. Ils t'appellent pour regarder. Puis après, ils te disent, tu vas voir dans 3 ans. Puis quand ça marchera, tu vas même voir. Oui. Donc, tout le monde m'a appelé. Je suis allé voir tout le monde. Eux, HDF, ils nous ont permis de faire le virage. Grâce à ça, on est passé de 0 à 3 millions en 12 mois. Et Cambon est arrivé dans la foulée et nous a levé 2 millions d'euros. Et alors là, jackpot, tu vois. Alors là, c'était incroyable ce moment. Et on était 10 personnes. Et là-dessus, à quel moment tu monétises vraiment? Je veux dire, MWM, EDGing, EDGing, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. À quel moment tu fais du pognon? Et en fait, quand tu as décidé. Ouais. Donc, en fait,
Oui, parce qu'au début, généralement, tu cherches à faire de l'usage, c'est ça. Complètement. Si ton truc, il n'y a pas d'utilisateur dessus de toute manière, tu gagneras jamais rien. Ouais. Potentiellement, mettre de la modélisation trop tôt, ça va en fait détruire ton usage et donc détruire potentiellement ta communauté et donc détruire en fait ton business. Et alors du coup, comment tu monétises justement? Parce que tu t'as expliqué tout à l'heure que c'était gratuit. Ouais. Donc application gratuite. Il y a plein de moyens de monétiser et très rapidement en fait, on s'est dit il faut quand même qu'on teste des trucs. Donc on a commencé à faire de la pub. On a commencé à gagner de l'argent au bout de au bout de 5 ans. On a commencé à gagner un peu d'argent. On n'était pas rentable pendant des années. Mais en fait, on s'est dit avec les actionnaires, et ça c'est toujours un accord que tu fais avec tes actionnaires, tu dis aujourd'hui, on veut s'imposer comme la référence dans l'animation de soirée, par exemple, pour e-DJing, puisque maintenant, on a 20 applications au catalogue. Dans le learning, on a même des jeux de musique, etc. Donc, on a vraiment diversifié sur les 3 dernières années. Par contre, si on revient un peu dans le passé, effectivement, à l'époque, on se disait, voilà, on veut devenir la référence dans ce segment-là, l'animation de soirée grand public. Donc, il faut qu'on ait tout gratos. Et c'est ça qui a fait qu'on a explosé, qu'on a fait nos 3 millions de downloads la première année, c'est qu'on était la seule application complètement gratuite. Il n'y avait pas 1 euro qui rentrait. Et là, on a tué le marché en 12 mois. On a tué tout le monde. Parce que les gars, on a récupéré tout le trafic. Et l'année d'après, on a commencé à mettre de la pub. Et l'année d'après, on a commencé à vendre des petits trucs. Et là, le chiffre d'affaires, il s'est mis à monter tranquillement. Vendre des petits trucs pour tout le monde, c'est de l'in-app purchase. Voilà, c'est donc très simplement. Ce qu'on appelle le in-app purchase, c'est de l'achat dans l'application. Donc, quand vous utilisez une application, par exemple comme la tienne, on va avoir des effets supplémentaires. Exactement. On va avoir des add-ons, skins. Voilà, donc des skins, merci de passer tous ces anglicismes. Des skins, donc des pots, voilà, des pots de platine. qui permettent d'avoir d'autres... customiser de la platine. Voilà, customiser, non mais de la mettre, de la rendre un peu sur mesure, de rajouter, de la passer en rouge, en bleu, voilà, et de changer un peu les aspects. Comme changer ta code de télé. Voilà. On rappelle que c'est des business qui peuvent marcher très fort puisque on a eu des chiffres notamment récemment sur Fortnite, qui est un jeu totalement gratuit où les gens, juste pour customiser, comme on dit, leur personnage payent des centaines d'euros. Voilà. Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, Fortnite, c'est dans le jeu, donc le jeu c'est extrême. Alors là, t'as des courbes de croissance incroyables, mais rien que le marché du mobile l'an dernier a rapporté aux développeurs, donc comme nous, les développeurs d'applications, 100 milliards. C'est-à-dire que les utilisateurs ont dépensé 100 milliards de dollars dans les applications l'an dernier. Sachant que toi, là-dessus, alors, on cherche les métriques qu'on cherche généralement dans ton genre de business. Donc aujourd'hui, tu es éditeur d'applications. Donc ça veut dire que ce sont tes propres applications. Tu es développeur et éditeur. Tu les développes toi-même et tu les mets en ligne. Tu les voilà. Ouais, ton micro qui va se casser la gueule. Tu peux. Hop, c'est bon. Tu peux le tirer là. Voilà, on revient. Je coupe rien, tu sais. Donc du coup, tout le monde entendra ça. Ça veut dire que ce qu'on va chercher comme performance, c'est le nombre de téléchargements, les downloads, comme tu disais tout à l'heure. L'usage, quoi. Et ensuite, l'usage aussi réel, c'est-à-dire les gens qui l'ont sur leur téléphone et qui vont l'utiliser. Et après, évidemment, ceux qui vont soit être exposés à la pub, soit acheter Exactement. des petits produits en plus. Ça veut dire que... où est-ce que je voulais en venir ? Quand tu vas chercher tous ces métriques... aujourd'hui, t'es sur une application qui est pas un jeu. Enfin, même s'il y a un côté très ludique. Alors, t'en as d'autres maintenant en plus. Mais moi, je l'ai téléchargé. J'ai eu à mes heures perdues, je vais pas me vanter parce que j'ai pas été extraordinaire, j'ai jamais percé, etc. Mais j'ai toujours, elles sont au bureau maintenant, des platines Vestax, qui est super marque. Comme beaucoup de monde au final. Ouais. Et j'ai adoré ça. J'ai, je sais pas, quelques centaines de vinyles. Voilà. Et en fait, du coup, je me suis un peu éclaté avec tes apps. Donc, il y a quand même un côté ludique, mais c'est pas un truc que tu utilises nécessairement tous les jours, tout le temps. Clairement. Comme un jeu, comme un Fortnite. Donc, du coup, la récurrence, elle est pas... Enfin, sauf les vrais DJ... qui eux doivent peut-être payer plus de choses. Voilà, qu'est-ce que tu peux me raconter un peu là? Alors, en fait, c'est très simple, c'est qu'un jeu... c'est un usage qui est intensif et hardcore. Quand tu achètes un jeu pour ta PS4, tu vas le saigner en une semaine.
Tu le finis, tu vas prendre 4 heures par jour, tu vas le finir. Puis après, le jeu est mort. Tu l'as fini, tu retourneras plus jamais dessus. Sauf des jeux particuliers type Fortnite où tu as des progressions de ouf, qui sont des customisations. Supercell, Clash of Clans, la boîte elle fait 2,5 milliards par an de revenus. Les mecs ils sont 200. Incroyable, parce que tu arrives à rentrer les mecs dans une histoire infinie, quoi. Ouais. Donc du coup, tu arrives à scotcher les gars sur des petits jeux plus casual. Bon, bah, t'as durée de vie de 7 jours, quoi. Et en 7 jours, faut que le gars, il prenne le plus de pubs possible ou qu'il achète un in-app, etc. Nous, c'est pas du tout le cas, puisque t'es pas dans une addiction à, on va dire, à un jeu. T'es dans un usage. T'as un besoin, je veux animer une soirée, donc j'anime ma soirée. Donc on répond à un besoin. Donc déjà, ça veut dire qu'on est sur presque une app universelle, dans le sens où pendant 10 ou 20 ans, il y aura ce besoin qui existe, qui va fluctuer dans le temps, et donc il y aura toujours des gens qui vont vouloir télécharger des apps de DJ, ou des apps d'apprentissage pour le piano, par exemple. Il y aura toujours autant, voire plus de gens qui veulent faire du piano tous les ans. Ça, tu fais, l'apprentissage pour le piano. Tout à fait. Piano, ça s'appelle comment ? Guitare, batterie, s'appelle Piano. D'accord. Piano, tout simplement. By MWM. On a Beatmaker Pro, qui est une app pour les beatmakers. D'accord. On a Guitare, tout simplement. By MWM, qui est donc une app pour apprendre la guitare. Pour apprendre et pour composer éventuellement ? Alors, sur la partie learning, on est effectivement plus sur une expérience de gaming, donc qui te permet surtout d'apprendre des notions de rythme, commencer vraiment à vouloir apprendre de manière très ludique la musique, et en fait très rapidement on va proposer des applications dans le catalogue qui vont venir sur vraiment l'apprentissage standard du solfège. Tu vas apprendre à jouer sur un clavier non plus sur ton écran, et ainsi de suite. Voilà. Et ça c'est toujours dans la même dynamique du gratuit ? Voilà, et en fait le fameux gratuit ou Fortnite, c'est ce qu'on appelle le freemium. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux attaquer un marché B2C, donc grand public, tu es obligé de passer par le gratuit maintenant. Ça veut dire que tu as une offre payante, tu as forcément 30 offres gratuites à côté. Donc en fait aujourd'hui, tu es obligé d'arriver en gratuit et après de trouver un moyen de fidéliser ton utilisateur pour qu'il fasse le pas soit de payer, soit à ce moment-là de rester suffisamment pour qu'il prenne de la pub. Pour pouvoir générer de la lifetime value, donc on va dire, alors en français, lifetime value, ça va être la valeur totale de ce user. Donc voilà. en gros, ça veut dire qu'à partir du moment où je télécharge une de tes applis, tu dois pouvoir être capable de calculer en moyenne un utilisateur comme moi combien il va te rapporter en fonction de comment il se comporte. Le gars il rentre dans mon app, je sais combien je vais gagner. En gros, on le sait très vite. Donc voilà, et après tu as des moyennes, hein. Voilà, donc ça c'est un peu le principe. Je précise qu'il y a un bon épisode de podcast avec Gabriel Gourovitch de Grossmakers dans lequel t'expliques pas mal de choses comme ça pour ceux qui sont plus geeks du marketing et du gros hacking, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a fait, et donc on a fait beaucoup de tests, et en fait au bout d'un moment nos actionnaires ils nous ont dit bon bah les gars, ça serait quand même bien maintenant de commencer à monétiser. Et donc en fait sur les 3 dernières années, c'est vulgaire les actionnaires, je trouve. Au bout d'un moment ils veulent un ROI, quoi. Et en fait bon, nous je sais pas si on aura le temps de faire toute l'histoire, mais à Cambon on a levé 2 millions, après on a relevé 2 millions, après on a levé 3 millions, en tout on a levé 9 millions de dollars. D'accord. Tu parles en dollars parce que ça fait un plus gros montant, ou tu parles en dollars parce que tu as été levé aux États-Unis? Surtout qu'à l'époque il y avait un taux euro-dollar qui était meilleur. D'accord. Et en fait tu regardes, il y a pas mal de boîtes qui communiquent sur la valo en dollars. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Ça te rajoute 20 millions, quoi. 20 millions ou 200 millions de valo, quoi. Donc c'est assez marrant. Et puis bon, faut pas se le cacher, hein, mais tout ce qu'on rêve nous en tant que boîte française, c'est d'avoir un article sur un blog tech américain, parce que forcément derrière, si t'es sur TechCrunch aux US, tu sais que tous les mecs. Tu l'as jamais eu, le TechCrunch US? Je crois qu'on en a eu un ou deux. J'en ai eu un ou deux, hein. Alors ça c'était une grande fierté, mais en effet c'est incroyable. C'est un accomplissement, quoi. C'est un accomplissement. Tu te prends 4000 tweets ou 4000 retweets en 1 heure, truc qui t'arrive jamais. Et non, qu'on parle d'une boîte française pour sa levée de fonds, parce que nous on fait des levées de fonds quand même très petites par rapport au marché américain, qu'on parle de toi aux US, c'est la croix et la bannière. Et nous effectivement ils ont parlé de nous plusieurs fois. Ta dernière levée elle date de quand? Elle date de, alors je dis pas de bêtises, c'était de fin 2017. Et aujourd'hui, donc un peu plus d'un an, aujourd'hui vous êtes rentable? Alors on va dire que on est dans une sorte de profitabilité. Ça veut dire qu'on est dans
Alors, tu vois, c'est toujours les questions. C'est pas. Il me voit rigoler parce que j'aime bien la réponse à cette question un peu évasive. Ouais. Non, mais en plus, il n'y a pas de piège. Hein. Moi, tu sais, tu peux me dire, je peux pas en parler. Non, alors, en fait, l'idée, c'est que la notion de rentabilité, c'est effectivement, si aujourd'hui on décide d'être rentable, on l'est. Ouais. Mais on ne veut pas être rentable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'actionnaire, il te dit, non, tu gagnes de l'argent. T'en gagnes, il fait, bon, bah attends, là, on va pas garder cet argent sur le compte, là, faut investir. Donc, en fait, quand on a démontré qu'on savait justement gagner de l'argent, et à ce moment-là, la stratégie, c'est de dire, OK, on va pas s'amuser avec cet argent à verser des dividendes ou autre. Donc, nous, on le déploie, et là, on est dans un cycle vraiment d'investissement massif, à la fois sur le lancement de nouveaux produits, sur les recrutements, et aussi sur le lancement de notre business unit hardware, puisqu'on fait du hardware chez nous. Et alors ça coûte une tonne. Hein. Donc nous, plutôt que de se dire... Donc le hardware, c'est du matériel. Ça veut dire que là, Jean-Baptiste et son équipe sont passés de solutions logicielles. 100% logiciel. Donc virtuelles, téléchargeables ou sur des ordinateurs sur du web. À maintenant du matériel, donc comme une table de mixage ou des... tout à fait. Très bien. C'est exactement ça. Et donc du coup, plutôt que de se dire, aujourd'hui, nous, on va commencer à verser des dividendes et faire du profit, non, nous, ce qu'on se dit, c'est là, on a une croissance qui est quand même assez importante, puisque en 6 ans, on a fait 100 millions de téléchargements. Et là, sur les 12 derniers mois, on a fait 100 millions de plus. D'accord. Et là, sur les 12 prochains mois qui arrivent, on va faire 200 millions. D'accord. Donc 100 millions en 6 ans, 100 millions en 1 an, et donc 200 millions en 1 an. Donc là, on a un taux de croissance qui est très important parce qu'on réinvestit énormément maintenant en marketing. On peut enfin faire du marketing parce que les 200 millions premiers de téléchargements qu'on a eu, on a fêté ça, je crois, il y a quelques mois dans la presse, ont été faits entièrement en organique. Ça veut dire qu'on est arrivé ici en travaillant notre base, en travaillant notre communauté, en travaillant avec la presse, on a tout fait en bouche à oreille, en organique, en gros hacking, comment ils appellent ça, tu vois. Moi, j'étais ingénieur, donc toi, tous ces mots-là, je comprenais pas trop. J'ai jamais lu de livre de marketing de ma vie. Bon, gros hacking, super, 200 millions de téléchargements. Et là, maintenant qu'on commence à générer vraiment de la LTV, des revenus, là, vraiment, on investit massivement sur les lignes de business stratégiques qui sont les apps de learning, par exemple, ou le matériel physique, qui est en fait une particularité de MWM, où en fait, dans notre conquête et recherche de monétisation, il s'avère qu'on a fait un test, c'était du hardware. On s'est dit, faut qu'on gagne de l'argent, la pub, ça gagne un peu. Bon, tiens, pourquoi on vendrait pas du matériel hardware à nos clients audio qui disent, c'est pas con. Hein. Bon, il s'avère que ça fait 3 ans qu'on est là-dedans, et ça n'a jamais dégagé de marge, mais ça n'a jamais perdu d'argent. Donc on a continué. Et cette année, pour la première année depuis 3 ans, ça va gagner de l'argent. Puisqu'on a lancé un nouveau produit qui s'appelle Phase, qui justement sort dans quelques semaines, et qui est un truc hyper niche, hyper spécifique. C'est un capteur qui remplace les têtes de lecture sur les platines vinyles. Il y avait un besoin. Les DJ nous disent, nous, on pète nos têtes, c'est une pièce de fatigue. La fameuse Concorde, comment ça s'appelle c'est la petite, sur les platines vinyles, c'est le petit truc que tu mets au bout de la platine. Le diamant. Oui, le diamant. Le diamant. Ouais. En fait, le diamant, il s'use, il se casse, ça coûte cher, il faut les changer tout le temps. S'il se casse sur scène, ta platine, il n'y a plus de son qui sort. Et donc, nous, on a développé un petit capteur parce que, vu que DJing, maintenant, c'est quand même le numéro 1 mondial en termes d'audience dans le monde du DJ, on a des centaines de milliers de DJ Pro qui utilisent DJing. On travaille avec Serato, avec Tractor, on est en partenariat, etc. On se connaît très bien. Et on a vraiment identifié ce besoin qui était de dire, la tête de lecture, c'est le diamant. C'est la dernière technologie qui n'a pas évolué depuis 50 ans dans l'industrie du DJ. Tout est numérisé. Mais il y a quand même un diamant qui est en train de lire un sillon, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? T'as un diamant qui lit un sillon qui va contrôler un MP3. Tu te dis, disons, c'est quand même très bizarre tout ça. Et donc, nous, on a inventé ce capteur, ça s'appelle Phase. Et en fait, ça va directement transmettre à l'ordinateur, en sans fil, sans latence, les informations de position et de lecture du vinyle. Comme ça, le MP3, il est lu dans l'ordinateur. La platine, elle tourne. Le DJ, il a sa sensation du vinyle comme autrefois. Sauf que tout est numérisé, sans latence. Zéro glitch, pas de tête qui se casse, pas de saut, rien. Et alors là, les gars, ils sont fous, quoi. Et le DJ, pour lui, c'est toujours important d'avoir ce vinyle. C'est que les vieux DJ ou les plus jeunes, ils s'en foutent, non ? Ou il y a encore cette sorte de truc de...
il y a quand même une affection particulière sur le toucher vinyle. Très simplement, un vinyle, tu as un diamètre, alors je sais plus combien ça doit être, 30 cm. Donc tu as une zone de toucher et de contrôle qui est beaucoup plus précise. Sur une CDJ, donc une platine pionnière avec des petites juggles, tu sais, en plastique, là, beaucoup moins précis. Ça ne tourne pas, donc tu arrives du coup à moins bien te repérer. Donc en fait, mine de rien, la platine reste un contrôleur qui est le meilleur pour la pratique du DJing, on va dire, la plus confortable. Toi, c'est comme, il y a des gens, ils adorent rouler en Porsche. Ils sont fans de Porsche. Et toi, le Flat 6 atmosphérique, c'est le truc, il faut pas y toucher. Et maintenant, il y a des turbos. Et alors là, c'est la cata, plus personne. Bah, c'est pareil. La platine vinyle, c'est le Flat 6 Atmo. Et alors, du coup, si tu prends... J'aime bien les voitures. J'entends ça, je vois ça. Si demain... tout truc totalement hypothétique, je fais ma soirée d'anniversaire, je fêtais un cap dans ma vie, je dirais pas lequel. 30 ans, c'est ça? Oui, exactement. C'est quoi ton conseil? Je fais quoi pour avoir un truc facile d'accès? À la limite, faut un iPad, c'est le mieux. Je télécharge un de tes trucs, je mets quoi dessus? Je sais pas, je suis sur Deezer. Est-ce qu'il vaut mieux être sur Spotify? Alors nous, on est partenaire avec Deezer, donc si t'as Deezer, c'est parfait. Tu télécharges DJing sur iPhone ou iPad, ça marche très bien sur les deux. Si t'as un iPhone 10 ou un iPhone XS, alors là, c'est le rêve. L'iPad, c'est très bien aussi, c'est beaucoup plus confortable. Tu te connectes à ton compte Deezer, tu loads ta playlist. Tu as tout un manager qui va te permettre de voir les titres qui ont été lus, qui va te calculer tes BPM, qui va te pouvoir te permettre de préparer ta soirée. Et c'est simple, j'ai pas besoin d'être formé, tout ça, c'est vraiment... On a un tuto, voilà. Ouais. Une fois que ta playlist elle est chargée, bah toi après tu as 2 vinyles, droite-gauche, A, B, et puis là tu charges tes titres, soit tu dis je suis un peu feignant, je mets Automix, t'as rien à faire. Soit à ce moment-là, tu te dis bon, je vais un peu m'amuser, mais c'est un peu le cas typique, hein. C'est tu mets l'Automix, tu vas voir tes copains, tu fais la fête. Tu dis, tu vas lire ta platine, tu t'amuses, tu fais pendant 5-10 minutes, tu fais tes enchaînements, tu remets l'Automix, tu repars boire un coup, tu reviens, etc. Donc en fait, l'expérience DJing, c'est vraiment, nous on a vraiment voulu faire une interface assez ludique. Il y a énormément de fonctionnalités. Donc si vraiment tu veux y aller à fond, tu peux. Mais la plupart des utilisateurs restent vraiment sur... J'organise ma liste de soirée, je vais après passer mes titres, tu vois, pendant ma soirée, etc. quoi. C'est vraiment ça qui reste. Je montre que je l'ai sur mon téléphone. C'est sur Android? Ouais, en plus je suis sur Android. Alors, voilà, là tu vas avoir de la pub. Ah, voilà. Il est tout fier. ouais. Et du coup voilà, et j'aurais pas de coupure et j'aurais juste potentiellement des splash screens de pub qui apparaîtront de temps en temps. Alors non, puisqu'on adapte effectivement la pub à l'usage et effectivement tu peux pas diffuser un message publicitaire pendant ta soirée. Donc en fait les pubs sont forcément à un moment donné où pas intrusif. C'est pas intrusif parce qu'on peut pas le faire sinon tu dégrades l'expérience utilisateur. Ok. Tu peux en avoir une quand tu l'ouvres ou quand tu vas la fermer ou à un moment donné où il y a pas de son qui joue, mais tu l'auras pas. En tout cas, tu n'auras jamais de pub audio avec une vidéo qui tourne avec de l'audio pendant une soirée quoi. Okay. C'est une des contraintes notamment de ce type d'application. Bon, je vais tester tout ça. Du coup, restons dans la pratique. La partie hardware, elle est plus pour des pros. Je veux dire, moi, j'ai un intérêt à acheter un truc hardware, à brancher sur mes platines, puisque je les ai encore, mais elles sont au bureau, je les utilise jamais. Voilà, donc non, bon, ça veut dire, en gros, aujourd'hui, t'es pas un utilisateur actif, t'es pas un turntablist, donc aujourd'hui, t'es pas vraiment actif. Les produits hardware que l'on développe sont destinés aux professionnels. D'accord. Donc, DJ Snake, A-Track, Martin Solveig, même ils utilisent tout ça. Alors, DJ Snake et A-Track sont 2 DJ qui mixent que sur platine. D'accord. Avec Serato. D'accord. Donc ce type d'utilisateur, ça lui change sa vie puisque c'est un outil qui va lui permettre d'aller en toute sécurité, d'aller animer un concert pour 100 000 personnes. Mieux qu'avant. Plus safe. Sans avoir 12 sacs de vinyle. Exactement. Alors ça, ils l'avaient déjà, puisqu'ils avaient leur ordinateur, mais ils ont plus leurs 15 têtes de lecture. Tu vois. Et puis ça coûte quand même, une tête de lecture, c'est quand même 100 €. Donc il en faut 2. Donc comme il t'en faut 4 en fait, parce qu'il faut que tu en aies 2 en spare. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est les utilisateurs, on va dire, vraiment hardcore, pro, qui ont vraiment un besoin professionnel. Et après, tu vas avoir tous les DJ amateurs. Qui eux en fait vont utiliser ça parce que c'est une nouvelle technologie qui te permet d'aller beaucoup plus loin dans ta pratique pour t'entraîner, pour apprendre dans les écoles par exemple, etc. Mais il faut être en gros DJ pro ou amateur. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est assez professionnel. Oui, moi je le ferais juste parce que ça me fait marrer de tester des trucs, mais que je suis un peu geek sur les bords, mais en fait ça me servirait pas. Pas du tout, si t'es pas DJ amateur, ça peut pas te servir. Et sur le learning, je veux apprendre le piano à ma fille, ou en ce moment elle en fait.
Raconte-moi ce que je fais, ou j'imagine que c'est pareil sur la guitare. Alors, en fait, on n'y est pas encore. Piano. Ah, d'accord. On n'y est pas encore sur la partie hardware, mais c'est-à-dire que toi, dans le cheminement qu'on a eu, on lance eDJing en 2012, on essaie de le monétiser, on se met à lancer du hardware compatible avec eDJing. Et puis après, en 2018, on se met à lancer les apps d'apprentissage de la musique, le piano, la guitare. Mais comme on a lancé les apps de learning il y a à peine un an, en fait, on va sûrement venir dans un futur proche au hardware learning. Tu connectes du hardware à tes applications d'apprentissage du piano. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fonctionnel, du coup Les applicatifs. Donc, ça marche pour les enfants ? Tout à fait. Ouais. Alors, tu peux effectivement télécharger notre application de piano où on va en fait te permettre de jouer plein de morceaux, où on va te dire où il faut cliquer sur les touches pour te permettre en fait d'aller apprendre tes gammes, etc. Jouer des morceaux, main droite, main gauche. Alors, aujourd'hui, on fait que une des deux mains, mais en fait, l'idée, c'est après de faire évoluer et d'aller apprendre main droite, main gauche, le rythme. Et puis, dans un futur un peu plus lointain, carrément de faire de l'apprentissage standardisé, solfège, lecture de notes, etc. Et ça s'applique du coup au piano, à la guitare, à la batterie. Et nous, aujourd'hui, on propose piano, guitare, batterie en mode vraiment très débutant gaming, vraiment pour avoir une première expérience avec un instrument purement tactile, et puis par la suite développer, de continuer à accompagner les utilisateurs dans l'apprentissage de tel ou tel instrument. Et en fait, quand tu sais jouer un instrument, tu as compris le concept du rythme, des synchronisations des mains, tu peux tout faire. Donc aujourd'hui, moi, je m'amuse aussi bien avec piano qu'avec guitare, qu'avec batterie, qu'avec Beatmaker Pro ou eDJing. Parce que c'est toujours la même chose. Une fois que tu commences à savoir jouer d'un instrument, généralement, les notions de rythme et de désynchro, une fois que tu les as acquises, c'est comme passer d'une mobilette à un vélo, c'est pareil, quoi. Et du coup, si tu te mets sur un vrai piano, là, t'arrives à jouer à peu près, enfin, quelque chose. Alors, si tu as bien pratiqué ce que, en fait, on te demande de faire dans l'application, avec une bonne mémoire, tu vas pouvoir le rejouer sur ton piano. Et on est en train effectivement de développer une fonctionnalité où on te dit où il faut cliquer. Et en fait, si tu joues sur ton clavier de piano, on va écouter ce que tu fais, l'application écoute et va valider si t'es dans le ton. Bon, et on va te faire avancer en fait les aides de couleur. Voilà, ça c'est en cours, ça va bientôt sortir. C'est un algorithme en fait de reconnaissance de notes. Typiquement, on a une équipe interne de chercheurs qui viennent de l'IRCAM, qui en fait travaille sur le moteur audio qui permet en fait de faire toute l'analyse audio, tout simplement reconnaître une note si elle est juste ou pas. C'est assez fantastique parce que ce que je me faisais la remarque tout à l'heure sur eDJing et piano et l'intelligence artificielle, la data et la recherche sur tout ça, ça va avoir un impact fort, c'est-à-dire pour apprendre plus vite, mieux, individualiser les choses, potentiellement mixer tout seul sur des choses que d'autres gens ont aimé, par exemple sur la partie DJ. Enfin, vous avez un avenir qui est assez... Dans l'audio, il y a vraiment un gros courant qui est en train d'arriver, c'est effectivement l'usage de la data audio et du machine learning pour l'audio. Historiquement, dans l'audio, on était plutôt sur du traitement mathématique, physique. Tu vois, c'est vraiment presque c'est des algorithmes mathématiques physiques, et on allait faire de l'analyse fréquentielle, de l'analyse de signal. C'est presque de l'électronique, tu vois, ça se projetait vraiment de l'électronique. Et là, grâce à la data et au machine learning, on est en train de s'apercevoir qu'en fait, de la musique, c'est un signal c'est de la data, et en faisant du machine learning sur de la data, on est capable d'aller avoir des résultats de traitement sur du signal audio meilleurs que toutes les technologies qui ont été développées à ce jour. Un exemple, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de travailler sur l'isolation des différents instruments de musique dans une piste. Aujourd'hui, tu n'as aucun algo qui te permet de le faire propre. Ça n'existe pas. Tu as plein de logiciels, tu as plein d'entreprises qui ont développé ça. Tu as une musique X, Michael Jackson, je veux enlever sa voix, je veux isoler la batterie, je veux isoler chaque instrument. Aujourd'hui, tu n'as aucune technologie de l'ancien monde. Soit tu as les pistes d'origine de chaque instrument, voilà, et là c'est réglé. Voilà. Soit sinon, tu as des algorithmes qui vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, et puis du coup, ça va te niquer tes médiums, te baisser tes médiums, tu vas avoir des petits grésillons, tu entends Michael Jackson qui sont, tu sais, un peu en chuchotant, donc il y a toujours un petit résidu horrible. Et en fait, nous, on est en train de travailler justement, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dans ce sens, c'est le machine learning au service du coup de l'audio. Et ça va changer les choses, notamment en termes de compréhension de qu'est-ce qu'est des titres qui vont marcher ensemble, pourquoi ces titres-là s'enchaînent bien, qu'est-ce qu'il y a dans la data audio qui nous permet de comprendre
pourquoi est-ce que moi j'aime un titre, pourquoi est-ce que ces titres vont ensemble, bah aujourd'hui on sait pas, tu vois. Il va falloir que tu filmes les foules pour voir comment se comporte la foule en face de tes enchaînements et voir si ça fonctionne bien ou pas. Bah, c'est une exploitation de la data, effectivement, qui peut fonctionner. Top. Aujourd'hui, donc du coup, tu es CEO, tu es président, PDG, directeur général, exactement, voilà, de MWM. Et du coup, au-delà de tout ça, tu as beaucoup de gestion, tu me disais beaucoup de recrutement, beaucoup de management. Tu as bossé, tu me disais, jusqu'à 105 heures par semaine. Tu t'es calmé un peu là ou... Ah oui. Ouais. Maintenant, au-delà de 70, j'ai un peu de mal. D'accord. Donc chaque année, je réduis. D'accord, très bien. Moi, je dois perdre 5 heures par an. C'est bien, c'est bien, tu finiras à 0 peut-être un moment. Ouais. T'as encore un peu de temps, mais ça va aller vite. Et du coup, tu t'organises comment dans tout ça c'est quoi tes petits secrets Alors, en fait, j'ai pas vraiment de méthode toute faite. En fait, j'ai pas utilisé de méthode que j'ai lue ou appris ou qu'on m'a transmis. J'ai pas appris de méthode, je n'ai pas appliqué de méthode. On a fait les choses comme on pouvait avec les moyens du bord. Et on s'est organisé autour des compétences et des qualités de chacun. C'est-à-dire que j'ai des personnes ici qui sont avec moi depuis le début, depuis pour certains 7 ans. Et en fait, on a créé la boîte et structuré la boîte autour de leurs qualités et autour de leurs compétences. Donc aujourd'hui, on a une boîte qui est effectivement un peu spéciale, avec une organisation très bizarre, qui marche très très bien, qui est extrêmement efficace, où il y a très peu de management, puisque aujourd'hui il y a moi, mes premiers salariés entre guillemets, qui sont là depuis 7 ans ou 5 ans, et puis après une énorme équipe de passionnés qui travaillent sur le développement des projets. Donc en fait, il y a très peu de management. Enfin voilà, en gros, on a 2 étages. Et chacun est autonome. Ils gèrent leur projet. Moi, je suis là un peu pour essayer de valider les priorités, tu vois. Et après, tout est autogéré. Voilà, donc en fait, en termes d'organisation, on s'est vraiment structuré autour des gens. On essaye du coup autour de cette organisation d'incorporer des nouveaux et de leur transmettre le mindset, de leur transmettre la façon de penser, de leur transmettre le mode de fonctionnement, etc. Et de leur faire, c'est ce que je leur dis, hein, on a un TGV qui va à fond, et vous devez monter dans le wagon. Donc vous courez, vous rattrapez les wagons et vous rentrez dans le dernier. Puis après vous remontez tout le train. Et ça aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de faire, et plutôt effectivement de faire des recrutements massifs où on va justement pas prendre assez de temps avec les gens, de leur transmettre le mindset. Pour moi, c'est la base, c'est le mindset. C'est ce que le gars dans sa tête... L'état d'esprit, ouais. Est-ce que dans sa tête, il a l'état d'esprit qu'on a nous. Parce que je pense que c'est la chose qui est le plus importante. C'est est-ce qu'on se comprend dans notre but, dans nos objectifs. Voilà. Et si on arrive à leur transmettre ça, les gars, après, ça court. Et si je reviens à toi, tu bosses très tôt, tu bosses très tard, tu bosses toute la semaine, tu t'arrêtes, Alors pareil, ça je suis pareil un peu inclassable, je rentre nulle part. C'est-à-dire que moi je commence le matin à 9h, donc ce qui est pas excessivement tôt. On va dire je finis plutôt vers 21h, voilà, puis après je bosse un peu tout le temps, tu vois, le soir, le week-end, je suis tout le temps connecté, et même en vacances, je suis tout le temps connecté. Je m'arrête jamais. Mais je le vis bien, parce que tu vois, quand t'es à la plage et que t'es en train de travailler sur ton iPad, c'est cool. Tu vois, parce que moi je le vis pas, comme je disais au début, comme vraiment un travail. C'est même plutôt, si au bout de 2 jours je ne sais pas ce qui se passe, je me sens pas bien. Mais vraiment, ça veut dire que mes vacances, c'est un enfer. Un control freak. Voilà, exactement. Et par contre, une des choses que je fais particulièrement, c'est que je dors énormément. C'est-à-dire ? Je dors entre 8 et 9 heures par jour. Ah oui. Plus un bon 20 heures le week-end. D'accord. Donc j'ai un très 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 gros niveau de sommeil. Et du coup, je pense que peut-être c'est une technique, mais je dors énormément. Ça te donne un peu d'énergie. Moi j'ai appris ça ces dernières années. Je dors de plus en plus. Ouais. Ça c'est une de mes secrets, c'est que je dors beaucoup. En fait. Le week-end, je suis comme toi. Moi je rattrape pas mal des bonnes siestes, c'est bien. Et du coup, là-dessus, tu as quand même des soupapes. Il y a des moments où tu déconnectes, tu dis tu déconnectes jamais, mais je sais pas, tu fais du sport, tu fais du yoga, de la méditation, rien. Alors, je fais pas de méditation, je fais pas de yoga, je fais pas de sport, je mange pas de légumes verts, je
Qu'est-ce que je fais pas Tu te encore? tiens encore à peu près physiquement, ça va. Mais Le médecin du travail dit que ça a l'air d'aller. Mon médecin m'a dit que je serais mort avant 30 ans, j'ai 32. c'est bien. Bon, donc je me sens plutôt pas mal. Non, voilà, en fait, je mange, tu vois, beaucoup de viande. Je rigole beaucoup. Je dors beaucoup. J'ai un super cadre familial avec des amis, etc. Ouais. Donc j'ai une super équipe. Donc je pense que ça te pousse, quoi, tu vois. Et tes applications préférées pour le travail, pour l'orga, pour tout ça, c'est quoi? Quelques petits secrets, je sais pas. Alors, en fait, c'est ça, c'est que nous, on est vraiment, tu vois, à la base, moi, j'ai pas fait de formation en marketing, j'ai pas fait de formation en sales, j'ai pas fait de formation en communication, je suis un ingénieur aéronautique spécialisé en calcul de structure. Donc, en fait, la façon que j'ai de faire est différente de mes collègues. On fait un peu tous chacun de son côté. On a des méthodes, on va dire, assez sur les technos, sont des standards. Hein. Mais aujourd'hui, moi, très simplement, tu vois, j'ai une to-do. Donc j'ai écrit to-do MWM. Dedans, je mets tout ce que je dois faire. iPad, sur ton oui, donc je suis tout est synchronisé donc je suis iOS. Ouais. Tout est synchronisé sur iCloud. J'ai iCloud, donc j'ai toutes mes présentations, j'ai mes comptes mail, mes tâches, alors tout est synchronisé sur tous mes devices. Donc j'ai une to-do où je mets ce qu'il faut que je fasse, non priorisé. C'est-à-dire, je la relis et à chaque fois je vois en fonction tous les jours de ce qui est le plus prioritaire en fonction du jour. Derrière, j'ai ma boîte mail, j'ai Notes, donc Apple Notes, où j'ai toutes mes notes synchronisées, je marque toutes mes idées, j'ai des dossiers et je classe idées, à faire si j'ai des choses à faire spécifiques et des détails, des comptes rendus de réunion. Voilà. Une autre chose, un des outils que je fais, que j'utilise, qui est là je te parle de mes outils personnels, parce que dans la boîte on a plein d'outils, je pourrais t'en parler en 2 secondes. Notamment, un des outils que j'utilise, c'est je fais pas de réunion. J'ai horreur des réunions et j'essaie de passer le moins de temps en réunion possible. D'accord. En gros, on dit en réunion, soit je parle, soit je m'endors, tu vois. Moi, je suis en réunion, soit je présente un truc et je parle, soit sinon je vais faire autre chose, tu vois. D'accord, tu peux pas écouter les autres. Alors, je peux écouter les autres, mais en fait, t'en as pas besoin de faire une réunion pour se parler. Ouais. Tu vois, en fait, faire une réunion où t'en as un qui parle et 4 qui écoutent, c'est ça un peu le problème, tu vois. Ouais. Donc, soit j'ai un truc à vous dire et je vous le dis à tous en même temps pour gagner du temps, soit je vais vous voir et puis on fait one-to-one. C'est l'avantage de toutes ces boîtes de produits où tu vends des produits à distance, c'est que, voilà, je veux dire, quand tu fais vendre du service, t'es obligé d'avoir des réunions. Obligé d'avoir des réunions. Quand tu vends, tu as des clients en B2B, tu dois les voir. C'est ça. Leur Nous, expliquer. B2C, Boulogne-Billancourt, on distribue dans 180 pays. Donc on les traduit dans 15 langues. Tu pourrais ne pas avoir de bureau finalement. Non. Tu as un super bureau, etc. Ouais, tu pourrais ne pas avoir de bureau. Ouais. On a 1% de nos clients qui sont français. 1%. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'essayer de passer le moins de temps possible en réunion, parce que quand tu es en réunion, ça dure des plombes. Il y a toujours des gens qui en fait ont eu l'élément de réponse dont ils avaient besoin, etc. Donc en fait, nous on utilise donc en logiciel interne, par exemple, Mattermost, qui est un logiciel qui te permet de communiquer. C'est un chat. Donc plutôt que de faire une réunion, tu fais un chat. Alors Mattermost, c'est le concurrent de Slack. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Donc Slack, ça vaut je sais plus combien de milliards et ça fait je sais plus combien de centaines de millions de CA. Mattermost, c'est la même chose. C'est identique. C'est hébergé sur tes serveurs. Donc nous, on est sur Google Cloud Platform. Mattermost est installé sur nos serveurs. Donc toute la data, toutes les conversations sont sécurisées et sont privées. Ouais. Ça va pas sur des serveurs américains. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, c'est gratuit. Projet open source qui s'appelle Mattermost. Et c'est exactement la même chose. C'est les mêmes couleurs. Bon, à gauche, c'est violet. Au milieu, c'est blanc. Il y a peut-être moins d'intégration de produits. Je veux dire, par exemple, je sais pas, moi, j'ai installé Spendesk ou Payfit ou des choses comme ça. En fait, c'est open source. Donc, en fait, tu as plein de plugins. Ouais. C'est entièrement customisable, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même le recoder si tu as envie, c'est un projet open source. Donc oui, il y a moins de choses que dans Slack, potentiellement, mais c'est un outil qui est open source. Tu fais ce que tu veux. Tu peux l'adapter à ton entreprise, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Après, bon, voilà. Je mettrai le lien. Tu peux échanger, tu peux créer des fils d'actualisation, tu peux partager des PDF, tu peux lire des vidéos, trucs de base, mais c'est gratuit. Slack, c'est, je sais plus, c'est 9 € par tête par mois. Ouais. T'as 400 personnes.
Ou ça fait un petit budget, ouais. Qui se permettent juste d'envoyer des photos et des PDF et de mettre des messages, ça suffit. Donc Mattermost, un bon Mattermost, c'est toujours mieux qu'une réunion où il y a 4 personnes ou 6 personnes qui se regardent dans le blanc des yeux. Et voilà, tu as besoin d'avoir des points physiques où tu vas faire du brainstorming. Et après, bah, il faut bosser, quoi. Donc nous, on a vraiment, en outil de communication interne, on a Mattermost pour les chats, on a Vric pour toute la gestion de projet. On a comment ça s'appelle, Atlassian là, Jira, qui est un logiciel qui nous permet de faire tout le suivi de projets techniques, puisqu'on bosse en Scrum. Et donc aujourd'hui, on fait des plannings à 5 jours. Toutes les semaines, c'est réévalué par des product owners, donc des chefs de produits, qui vont en fait travailler sur cet outil pour dialoguer avec les développeurs. Ok. On ne rentrera pas dans le détail là-dedans. Scrum, méthode agile, etc. Voilà, méthode agile, voilà. Et puis après, on est hébergé chez Google. On est sur Google Apps. Ça veut dire que nos noms de domaine, c'est un domaine qui est hébergé Google. Toute la suite Google, les mails, les calendriers, tout ça, c'est Google qui le gère. Les drives, les Google Drive. T'as réparti entre Apple et Google, en fait. Apple en hardware, Google en soft, quasiment pas mal, finalement. Exactement, mais bon, il y a quand même Android où on fait du bon boulot. Et t'as un dernier soft qui est très récent qu'on vient de prendre, c'est Lucas. Pour faire toute la gestion des feuilles de paie, de l'administratif, j'en ai entendu parler, des ressources humaines. Tu vois, nous, aujourd'hui, on n'a pas de RH. On est 50 personnes, on n'a pas de RH. C'est Lucas. Lucas, il t'envoie tes petits rappels, il te fait tes machins, les feuilles de paie, etc. C'est génial. Ouais, je viens de passer, moi, sur Payfit, mais c'est le concurrent. Ouais, bah nous, on a hésité, on a fait un petit benchmark. Donc, tu vois, tu prends ton Mattermost, ton Vric pour ta gestion de projet, t'as Lucas qui s'occupe des RH, puis après, les autres, bah, du coup, ça te dégage du temps pour travailler. Puis après, le reste du temps, tu bosses, quoi. Tu fais tout ce dont pourquoi t'es bon et ce dont pourquoi t'as été embauché, quoi. Voilà, ça, des petits tricks. Nous, c'est vraiment des logiciels qu'on a utilisés. Ça fait comme des années qu'on teste un peu tout. C'est ce qui marche le mieux. Et après, voilà, sur la partie serveur, nous, on a des milliards de data qui rentrent tous les jours. Des milliards. On a des millions d'active users, daily active users. Et là, c'est chez Google. Donc, Google App Engine. Donc, on a des serveurs dans le monde entier qui sont dédiés. On a une partie cloud, une partie dédiée, mais c'est des salles entières, quoi. On va pas rentrer dans le détail là-dessus. Ça, c'est une techno très robuste. Soit tu prends Amazon, soit tu prends Google. AWS, voilà. AWS ou Google App Engine. C'est deux alors après, il y a Microsoft Azure aussi, maintenant. Qui marche très bien aussi. Donc ça, c'est les très gros ce qu'on appelle le cloud maintenant. Tout à fait. Super, Jean-Baptiste. Si tu avais l'occasion de te recroiser à la sortie de Polytechnique EPF, École Polytechnique Féminine. Voilà. Et te glisser un petit truc à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? Si j'étais à l'EPF... Toi-même, là, toi, tu avais l'occasion de revenir à 10 ans ou... Je reviens 10 ans en arrière et je me parle à moi. Ouais. Ah bah dis donc, ça c'est pas mal. Écoute, à mon avis, je me dirais JB, tu vas en chier pendant 9 ans, mais vas-y parce que si tu lâches pas, tu vas y arriver. Je m'encouragerais, je pense. Ouais. Parce que je m'attendais pas quand j'ai fait ça à que ça soit aussi dur. Je m'attendais pas à tout niveau, hein. Fatigue, relations humaines, technique, tout est dur. Tout est dur. Recrutement, ultra dur. Et en fait... pourtant, t'as l'air assez casual, là, et assez serein. En fait, je suis quelqu'un de très enthousiaste. Ouais. Ça veut dire que quand j'étais petit, quand je disais les notes à mes parents, je leur disais j'ai eu 20-10. D'accord. Voilà, je suis un peu comme ça, moi. Ok. Où j'ai eu 20-20. Optimiste. Voilà, je suis quelqu'un de très optimiste. Même quand c'est dur. Voilà, même quand c'est dur. Et j'essaie toujours de voir le côté positif. Et effectivement, je pense une des raisons pour lesquelles j'ai créé ma boîte, c'est parce que j'étais complètement insouciant, quoi. Je suis inconscient, en fait. Tu vois, je fais des trucs, tu devrais, en fait, je suis très pragmatique, très rationnel, parce que formation ingénieur, mais par contre, je fais des trucs, parfois, c'est complètement inconscient. Une inconscience totale, peur de rien, qui fait que, je prends des risques inconsidérés. Et, je pense qu'avec un peu de chance, beaucoup de travail, ça marche, quoi. C'est un peu l'idée. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé là. Mais aujourd'hui, tu vois, je ne peux pas, j'ai du mal à conseiller les gens parce que je peux raconter ce que j'ai fait,
mais c'est très compliqué de trouver une méthodologie. C'est tellement de choses qui se sont passées que du coup, j'ai pas de solution miracle. Tu vois, je vais essayer de dire comment j'ai vécu le truc, comment j'ai fait pour résoudre tel ou tel problème, mais j'essaie de donner très peu de conseils aux gens parce que j'estime que je suis pas forcément apte à ça, quoi. D'accord. Écoute, merci. On s'est dit en préparant tout ça tout à l'heure que tu pourrais peut-être avec Ariane nous donner un code pour les gens qui ont écouté le podcast jusqu'ici, pour les remercier d'avoir été... Avec plaisir, ouais, pour découvrir nos applications. Voilà, découvrir donc une remise ou je sais pas, on verra, tu me diras. On va essayer de faire effectivement des codes promo sur le hard et le soft en fonction des contraintes d'Apple, soit des codes, Google, soit des liens. Généralement, on exactement. utilise le code Cosa Vostra, comme ça au moins ça fait de la promo pour ma boîte. Avec plaisir. Et puis voilà, je te remercie vraiment de m'avoir accordé tout ce temps. Et puis écoute, je voudrais juste glisser un mot à ceux qui sont encore là après ce long moment. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast, c'est j'en vois plusieurs, mais c'est de le noter, c'est de le commenter, de le partager. Et puis après aussi, si vous avez des projets digitaux, de faire travailler Cosa Vostra, puisque si j'écoute tous ces gens passionnants comme Jean-Baptiste, c'est l'idée aussi de me former, de comprendre comment on bosse mieux dans le digital aujourd'hui, comment on donne de meilleurs conseils, comment on accompagne mieux nos clients, comment on a de meilleures idées. Et pour ça, j'ai créé une équipe de folie autour de moi. Donc, sollicitez-nous pour vos projets, c'est aussi un super moyen. Et puis, notez ce podcast et partagez-le. Voilà, je te remercie encore une fois. Merci à toi, Mathieu. Et puis, et avec grand plaisir de partager tout ça. Et cool. Et puis merde pour la suite alors. Merci beaucoup. Salut. Salut Mathieu. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.